Le théâtre, c'est comme un string. Tu les tires et hop, il se retend et hop, ça se remet. Et il y a un moment où, en revanche, tu comprends tout. D'un coup, blam, ça devient la gueule. La peur ne sera pas une limite. J'irai en ayant peur. Il y a un truc très important au théâtre et c'est quelque chose que j'adore. C'est un moment où je terrifie le public. C'est pas un moment de contemplation. Le spectateur est acteur. C'est le bonheur absolu de l'absence de raison et de l'art. Il y a quand même eu un gros virage. Tu te dis, en fait, je vais devenir Ségolène Royal. Et puis après, tu te dis, je vais faire guignol, influenceuse. Yeah. Ouais, on a ouvert la boîte de Pandore des grossièretés. Vas-y, fais-moi une vocalise, t'as peur de rien. Ta gueule. Moi, j'appelle ma créativité. En fait, j'utilise plein de moyens d'expression dans l'unique objectif d'être la plus libre possible. Sur scène, je suis dans un état d'hystérie totale. J'ai cette angoisse très, très, très forte de ne pas assez vivre. Et à la fin, je m'effondre en larmes. Je viens de vivre le moment le plus vrai de ma vie. Non, je vais pas rebondir sur la dernière remarque. Est-ce qu'on est prêt? Tu te sens bien, Marie? Ah voilà, là c'est bien. Ah voilà, j'ai commencé, hein. Donc vous... Faire du vrai dingo. Bon. On est en train de se demander si Marie met le casque. Mais si, c'est bien là. T'es bien avec ton casque et ton chapeau. Tu portes toujours ton chapeau? Je porte toujours mon casque surtout. Ouais. Tu te fais taper sur la gueule ou pas? Je porte, oui, on sait jamais. C'est vrai? Je porte toujours un petit chapeau. Et ce depuis toute petite. Ah. Ah ouais, belle phrase d'entrée. Pourquoi? C'est comme ça. J'ai toujours eu des accessoires de cheveux. Okay. D'ailleurs, je comprends pas qu'on ne porte pas de chapeau. Je trouve ça hyper irrévérencieux. C'est vrai. C'est vrai, quoi. Va mettre ton chapeau, toi. Tu vois, on t'offre une casquette, mais je suis pas sûr que tu portes des casquettes. Non, mais c'est pas grave. Je la porte. C'est un trophée. Cette casquette, c'est la casquette des invités Génération du Yourself. Donc, celle-ci, je la porte. Voilà. Sur la plage de la Grande Motte. Et je sais pas si j'ai trop envie de te voir la porter dans certaines vidéos que tu vas faire plus tard. Et tu en seras fier. Ouais, j'en serai fier. Marie Benoliel, Marie Saint-Filtre. Oui. On est content de te recevoir là. C'est marrant, en fait, quand t'es arrivé tout à l'heure, dans l'escalier, je suis venu te chercher, dans mon escalier de service tout pourri. Je me suis excusé encore une fois de cet escalier de service. Il va falloir que j'en fasse quelque chose. Il va falloir que j'aille voir mes copropriétaires. Voilà, exactement, on fait une réunion de coprop. Mais je sais, je leur en parle, mais bon, peu importe. Je t'ai retrouvé dans ces escaliers. Tu leur en parles comment? En fait, ils sont vieux. Tu sais, comme dans toutes les copropriétés à Paris, ils sont vieux. Là, ça y est, tunnel. Et je me suis dit, c'est marrant, j'ai l'impression de retrouver une vieille copine. Alors, non pas que tu sois vieille. Mais non, mais zone de confort. Ouais. Et pourtant, avec Marie Saint-Filtre, quand tu regardes tes vidéos, tu te dis waouh, c'est peut-être ta zone de génie. Tu mets les gens dans leur zone de confort tout de suite, et après, donc là, je me suis dit putain, je vais me faire. Le côté bonne pote, quoi. Non, mais c'est vrai que je crée de la familiarité avec les gens, donc avec toi. Vraiment pas parce que c'est toi, tu vois. Juste parce que c'est ma façon d'être. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que... Qu'est-ce que tu veux que je dise là-dessus? Mais je sais pas, tu sais, moi je viens avec mes questions, tu viens avec tes réponses. J'ai pas de réponse à ça, mais c'est vrai que... Non, alors peut-être T'en es consciente ou c'est comme ça avec tout le monde? Tu mets les gens à l'aise? J'essaye de pas passer par ces phases de politesse que je trouve. Tu mets une petite vitamine C. Tu veux aussi? Non, j'ai pas eu la même soirée que toi hier. Je n'en ai pas besoin, tu vois. Mais vas-y, tu veux on peut lui prendre peut-être un petit citrate de bétaïne aussi. Alka-Seltzer. Non, mais très très bonne soirée hier soir, rien de... Donc... mais c'est vrai que je veux toujours, si tu veux, casser toute ces phases de politesse, que je trouve finalement qui mettent beaucoup de distance entre les gens et aller directement à un contact plus vrai et authentique. Donc j'ai toujours eu beaucoup de réticence à toutes les conventions et les trucs un peu polis, tu vois, quand on me dit trop vite merci ou alors bonjour. Moi, je trouve ça vraiment très mal poli en réalité. Un truc un peu plus frontal, un peu plus rapide, direct. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait. Écoute, en préparant tout ça, on regarde un certain nombre de vidéos. On est venu voir ton spectacle, d'ailleurs. Je t'y ai obligé. Tu m'y as obligé. Non, en effet, tu m'as dit, mais à la fois, tu m'as dit ce serait mieux que vous veniez voir mon spectacle.
Et à la fois, moi, quand je reçois des gens qui ont écrit un livre, je lis leur livre. Bien sûr. Voilà. Donc, ce qui est difficile ou différent avec certaines personnes très visibles, créateurs de contenu ou autres, qui sont visibles sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, c'est que tu peux dire il y a une partie de leur œuvre que je connais déjà. Absolument. Et donc, potentiellement, le spectacle était juste une autre partie de ton œuvre, donc c'était peut-être déjà suffisant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était pas suffisant, c'est clair. Et tu m'as dit, j'aimerais qu'on puisse échanger après ça. Et waouh. Non, mais le truc... et c'est drôle parce que, en fait, quand tu le vois de l'extérieur sur les médias sociaux, tu te dis, il y a un côté, ils sont complètement allumés. Enfin, tu le ressens pas, en fait. Tu le ressens pas. Tu vois un peu le truc déjanté, tu sais pas trop, etc. Et quand tu le vis de l'intérieur, je sais pas tout ce que je peux raconter, d'ailleurs. Je vais pas tout raconter, mais moi, il y a juste un truc, c'est que tu demandes au début, il y a un scan, tu scannes, il y a un truc, et puis il faut écrire quoi? C'est quoi la requête? Faut écrire un rêve. Écrivez un rêve. Et dedans, enfin, tu rentres et qu'est-ce que vous feriez, je crois, si vous aviez peur de rien? C'est ça? C'est la question. Ouais, si vous étiez capable de tout oser et d'avoir peur de rien, quel serait votre rêve que vous accomplirez? Et moi, débilos, je m'en bats les couilles, j'ai peur de rien. Tu vois, sans savoir ce qu'allait se passer derrière. Et puis là, je vois le spectacle qui monte. Et puis, en fait, je vois que selon des rêves de chacun. Et là, je me dis, si cette meuf me fait monter sur scène avec ce que j'ai écrit, je pense que je vais faire la poule avec mon caleçon sur la tête. Tu vois, donc à un moment, je me suis dit, non, heureusement... Tu as beaucoup regretté. J'ai beaucoup regretté d'avoir écrit ça. T'as passé 1h45 à te mordre les joues en disant pourquoi j'ai fait le malin. Probablement de 80% de la salle. Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui écrivent des trucs super beaux, hyper touchants, etc. Il y a les deux. Mais le premier réflexe, c'est quand même d'en faire... de le tourner en dérision, cette histoire de rêve. Mais c'est normal. C'est normal. Écrire un rêve, on pourrait penser que c'est neuneux, que c'est ridicule, qu'on n'a pas vraiment le temps de rêver. Enfin, il y a plein de raisons qui nous font qu'on va pas vraiment se poser la question de ce rêve. C'est à la fin qu'il y a des rêves qui surviennent. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Souvent, je reçois des messages plusieurs semaines après. Bon, évidemment, j'avais pas écrit mon rêve, mais j'ai beaucoup réfléchi à quel était ce rêve. Et voilà ce que je vais faire. Et ça, c'est dingue. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui mature un peu, en fait. Et qui me dépasse aussi, quoi. C'est ouf. Et ce qui est intéressant dans ce spectacle, quand on arrive au bout, je suis resté au bout, il y a quelques personnes qui sont parties au milieu, qui étaient un peu dérangées, d'ailleurs, c'est que... toute proportion gardée, des manières très très différentes, mais je trouve qu'on véhicule, on promeut les mêmes valeurs, toi et moi. Génération do it yourself, culot, enfin il y a un moment où tu t'es réalisé en comprenant tes rêves, tes envies, et en fait quand tu sors de là, bon, moi j'ai cette chance de, je crois, m'être réalisé sous pas mal d'aspects, donc mais tu sens les gens qui se disent oh putain, mais elle a tellement raison en fait, quoi. Il faut que ça cesse là, tout ça là. Et je trouve ça très fort, moi et puis il y a beaucoup d'émotions aussi dans tout ça, donc voilà, on va revenir sur ça, on va revenir sur comment t'as monté ça, on va revenir sur ta relation aussi avec ton producteur, meilleur ami, on va revenir sur plein de choses, tes productions depuis 7-8 ans. Presque 10. Hein, non. Ta chaîne YouTube a été créée en 2015. C'est ce qui est écrit sur les internets. 2017. Mais avant tout ça, si tu veux bien, Marie, je te propose de te présenter. Me présenter. Ouais. Alors, je suis Marie Benoliel. J'ai 33 ans aujourd'hui. Aujourd'hui ? Oui. C'est vrai ? Non. Ah. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, ça veut dire... Aujourd'hui, t'as 33 ans. Ok, j'ai compris. Joyeux anniversaire. Non. On est quel jour ? On est le 9 juillet. Voilà, j'ai 33 ans depuis 6 mois. Ok. Donc tu pourrais préciser, j'ai 33 ans et demi, comme tout le monde. Le truc va durer 3 heures et demie.
Tu vois pourquoi c'est long. Je suis née à Paris. Je suis donc née à Paris. Issue d'une Elle est née à Paris. d'une fratrie de 3 personnes. Bon. 3 personnes. Donc je suis Marie Benoliel. J'ai créé ce personnage qui s'appelle Marie Saint-Filtre en 2017. Suite à une sorte de rupture que j'ai faite dans ma vie avec, je dirais, un autre destin auquel je croyais aussi beaucoup. Et aujourd'hui, je dirais que je suis une sorte d'artiste un peu tout-terrain, comédienne, humoriste parfois, chanteuse aussi parfois, je danse. En fait, j'utilise plein de moyens d'expression pour dans l'unique objectif, en fait, d'être la plus libre possible. Voilà. Tu reçois des textos. Je sais pas, je me suis pas mis en mode avion. Ça fait partie des choses que je demande généralement. Ah voilà, c'est bon. Attends, je me aussi. Ah non, personne m'appelle, moi. Je reste une grosse cassos. Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore ? Me présenter. J'ai plein de projets, tout le temps. Plein d'angoisse. Et j'aime la vie plus que tout. Voilà. On va appuyer sur le bouton rouge. Les angoisses, les angoisses. Chial, un bon coup. D'entrée de jeu, boum, allez, salut. Voilà. Tu veux qu'on y revienne plus tard ? Ouais, vas-y. Ta présentation. Ton destin. Quelque part, j'ai lu une Ségolène Royal qui gagne. C'est possible. C'est ouf, je pensais à elle juste avant de rentrer là. Ouais. Mais c'est ouf que tu dis ça. Mmh. J'avais une passion Ségolène. J'ai eu une passion 2007, Ségolène. c'était quoi l'élection, le mouvement, ça s'appelait comment ? Je sais pas. Il y avait tout un... Je me rappelle plus. Ok. Non, je confonds avec... Il y avait tout un mouvement citoyen. Non, j'ai eu une passion Ségolène quand je l'ai vue comme ça. Enfin, je sais pas, je me disais, elle est pas mal, mais je serais mieux, quoi. Non, je la voyais dingue, elle avait un regard allumé. Et je me disais, enfin, j'y croyais, quoi. J'y croyais en Ségolène présidente. Et donc, c'est drôle parce que quand je suis rentrée là et que j'ai vu fauteuil d'Emmanuel Macron, on mettra bientôt fauteuil d'Emmanuel Macron et Marie Saint-Filtre. Si tu veux, tu devrais le rajouter à la fin. Je pense qu'on va te donner un petit stylo, je pense. Je me suis dit. C'est l'équipe de Cosa Vostra qui a déliré dans cette salle, je le précise, pardon. Que juste les gens pensent pas que je sois complètement allumé, que moi je suis pas allumé, toi t'es. Bon. Je me suis dit ouais, c'est marrant. C'est marrant parce que vraiment j'avais très envie de faire de la politique, quoi. C'est fini ? Ouais, totalement. Mais tu fais de la politique ? Non, pas du tout. Alors ça faut pas m'insulter comme ça. Tu fais de la politique ? Là, il faut pas me chauffer. Je ne fais absolument pas de la politique. Non. Je supporte plus ce terme, je ne supporte plus rien qui tourne autour de tout ça. Tu vois ? C'est drôle parce que ma première colère m'a amenée à penser politique, à vouloir faire de la politique, et ma deuxième colère m'a amenée à totalement rompre avec tout ce qui tourne autour de la politique, et je peux dire que je suis très 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 féroce avec l'idée de politique de manière générale. Voilà. Donc tu as fait 2 colères dans ta vie ? 2 grandes colères, 2 grandes crises d'ado. Il y en aura d'autres, tu crois ? Tu t'en Bien sûr. sens monter là ? Bien sûr, je vais totalement devenir nihiliste, à me retrouver dans une caverne, mais toujours très bien habillée, dans des trucs un peu chamaniques. Mais là, aujourd'hui, venez me voir en spectacle. Au Zénith, en fin d'année. Ok. Non, si je dis que tu fais de la politique, c'est que c'est assez intéressant quand on regarde et ton spectacle et tes vidéos. Donc, en gros, hein, tu as une chaîne YouTube, un compte TikTok, un compte Insta, où tu publies des choses quand même différentes. Bon, après, tu republies certaines choses, évidemment, on fait tous un peu ça, mais par exemple, sur ta chaîne YouTube, le Dubaï numéro 2, si je ne m'abuse, tu as quand même un truc,
un docu. Je sais pas, c'est à la fois, ce sont des docus, à la fois c'est très humoristique, oui, mais avec un grand parallèle entre les ouvriers de Dubaï, on va dire le backstage. Et le front stage quoi, et la scène. Et donc toi t'es front stage, c'est Maxime qui est backstage qui fait. Il est backstage parce que c'était des camps de travailleurs uniquement masculins. C'est-à-dire que, et ça j'ai trouvé que c'était quelque chose de très, peut-être ce qu'il y avait de plus dur, c'est que les hommes et les femmes sont dans des camps séparés. Et donc, lorsqu'il a fallu monter dans les chambres pour voir comment ça se passait, en fait, toutes ces choses qui sont cachées et qu'on ne dit pas, Maxime y est allé seul. Je me suis retrouvée dans une voiture sans clim, avec beaucoup d'hommes autour de moi qui se demandaient ce que c'était. Et donc, il est monté seul, voir ce qui se passait dans l'intimité de ces hommes-là. Voilà. Et toi, pendant ce temps-là, en tout cas dans le reportage, on te voit dans une voiture. Oui, non, mais ça on le sait pas, mais en tout cas nous on te voit visiter des apparts de Maboul, acheter ta première voiture chez Ferrari, etc., etc. Et donc quand tu regardes ce genre de docu, à la fois c'est drôle puisque tu es humoriste, à la fois c'est bouleversant. Parce que tu vois ces mecs, mais tu te dis, alors on voit pas, il y a probablement le pendant féminin, j'imagine, des femmes de ménage. Et à la fois, ça dénonce un système totalement hallucinant. Enfin, je veux dire, quand tu racontes à cette... je sais pas si c'est une vendeuse, oui, ah non, mais vous vous rendez compte, dans mon pays, moi, on me fait payer des taxes, 40%, j'ai sué fort de la sueur de mon front en faisant des selfies toute la journée. Ah ouais, c'est quand même fou, hein, on vous prend 40%, etc. Je dis, ah bah non, moi ici, 0, etc. En fait, les gens vont à fond. La chirurgienne, c'est une chirurgienne ou à qui tu dis, tu sais plus. Moi, je regarde pas tellement mes œuvres. Ouais. tu lui dis oui, c'est bizarre parce qu'en France les gens ont l'impression qu'ils se refont les seins et puis que c'est pas normal. Elle dit ah bah ici c'est les gens qui se refont pas les seins qui sont pas normaux, tu vois. Et donc tu vois que t'arrives dans des trucs totalement lunaires avec Maxime qui est dans d'autres trucs totalement lunaires. C'est quoi l'ambition derrière ça? Je dirais que l'ambition à ce moment-là, c'est de faire face à une réalité masquée. Moi, j'ai... C'est Siri qui s'est allumé, mais vas-y. Je sais pas. Tu reçois tes textos. Non, c'est Siri, je sais pas pourquoi. C'est quoi l'ambition? Et tu me parles d'ambition. Enfin, il y a un moment... Où est le respect? Où est le respect dans cette émission? C'est comme ça que tu parlais à Emmanuel Macron? Siri ne s'est pas allumé pendant Emmanuel Macron. Il te préfère. Non, je dirais que... L'ambition, de manière générale, dans ce que je fais ou dans le contenu de Marie Saint-Filtre à l'origine, c'est de participer à ce dévoilement. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je te dis que j'ai horreur de la politique aujourd'hui, parce que la politique est un mensonge qui se ment à elle-même. Et ça, pour moi, c'est plus possible. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir artiste. Parce que le mensonge, c'est quelque chose que j'adore, mais le mensonge qui se ment à soi-même, c'est pas possible. Et ce que j'adore dans le monde, c'est évidemment l'illusion, le mensonge, l'hypocrisie qui peut régner. Et ce que j'adore encore plus, c'est de lever le voile là-dessus. De lever le voile dans des mensonges qu'on peut se faire à soi-même, parce que le premier mensonge que je retire avec ces vidéos de Dubaï, c'est que moi j'y étais allée presque en touriste et que j'ai à un moment ouvert les yeux sur la réalité de ce qui se passait. Et donc sur ma propre lâcheté, sur le fait que je voyais bien qu'il y avait quand même des travailleurs qui travaillaient sous 40 degrés, qu'il y avait des bus entiers qui allaient on ne sait pas vraiment où, que... Ce que tu dis là-dessus, juste ce qui est intéressant, c'est que ce mensonge, en fait, on n'est pas tous allés à Dubaï, mais ça, on l'a tous vécu quelque part à un endroit ou à un autre, en fait, à ignorer ce bus et à se dire « Ah, elle est belle cette Ferrari », quoi, en fait. Absolument. C'est le mensonge qu'on se fait à soi-même, c'est-à-dire cette mauvaise foi normale, qui permet aussi de vivre et de survivre et d'épouser une sorte de légèreté, évidemment, mais qui fait qu'on ne regarde pas les personnes qui souffrent, on ne regarde pas
le mendiant dans la rue. Et donc, on est en permanence en train d'occulter une réalité. Et c'est pas grave. Mais parfois, le fait de le démasquer avec évidemment sans condamner quoi que ce soit. C'est pour ça que j'aime pas trop quand on dit je dénonce. Non, je dénonce pas. Je montre. Je montre qu'il y a du ridicule en nous dans ça. Je montre que dans cette fascination qu'il y a pour Dubaï, pour le pognon en bar, pour les meufs malgré tout botoxées qui inspirent quelque chose de totalement sexuel et la fascination que ça peut exister et que ça peut créer, que dans cette attirance-là pour le bling, pour la surface, pour ce qui miroite, etc., il y a malgré tout une réalité derrière qui est tout aussi violente. Et que cette réalité-là, c'est ce qu'il y a en nous. Et ça, c'est ce que j'aime faire. Donc évidemment, là, je suis dans une lecture un peu poussée d'un documentaire en 3 parties que j'ai fait à Dubaï, où il y a évidemment beaucoup d'humour, beaucoup de rire, et une grande violence qui est montrée. Mais c'est ça que je trouve d'intéressant. Et pour revenir là-dessus, c'est qu'est-ce que je fais exactement ? Il n'y a pas vraiment de genre. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le spectacle. Et c'est ce qui rend mon contenu un peu insaisissable et peu difficilement... je dirais, c'est pas facile de vendre ce que je suis rapidement. Est-ce que je suis chanteuse ? Est-ce que non, bon, je fais tout à peu près et pas de la façon la plus professionnelle à chaque fois. Mais je ne supporte pas la case et le genre. Si j'ai décidé à un moment de tout faire péter pour avoir la vie que je voulais avoir, c'est pour ne plus jamais être enfermée dans une case. Et les documentaires vont poursuivre un but, mais avec plein de moyens différents. Le rire, le discours un peu philo à certains moments, la voix off, l'image, etc., etc. Et tout ça, pour moi, on doit jamais rentrer dans un truc totalement tragique ou rentrer dans un truc totalement humoristique ou totalement léger. Le léger et le sérieux font partie de la vie de manière générale et il faut y aller en même temps. Voilà, c'est ça. Bon, je sais pas ce que je te raconte là. C'est sûrement de la merde. Non. Ça va ? Vous me dites hein. On coupe pas, hein, de toute façon, donc, on met tout en ligne. Donc, non, c'est vrai que c'est insaisissable. C'est intéressant aussi de voir que je trouve ta manière d'englober tout ça, en fait, et la maîtrise que vous avez avec Maxime, ton associé, producteur, mon ami, qui a fait un très beau message ce matin d'ailleurs, très émouvant. Et en fait, d'être capable de saisir tout ça. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, en fait, fallait remplir le zénith pour vivre, en fait, pour quelqu'un comme toi, ou faire un docu. Mais tu pouvais pas faire un docu, remplir le zénith, et puis il fallait en plus, pour être dans une case de critique, être soit chanteur, soit danseur, soit humoriste, mais tu pouvais pas être une sorte de réalisateur de docu, pas politique, en tout cas, qui sont à la fois humoristiques et qui dénoncent, et en même temps, dans ton spectacle, nous c'était au Casino de Paris, filmer des trucs qui vont resservir autrement, etc. Mais ça dérange encore beaucoup, hein. C'est-à-dire que même moi, hein, en tant que consommatrice d'art, j'ai besoin d'avoir des repères. J'ai besoin de savoir si je vais voir un chanteur ou un réalisateur ou un comédien et de savoir que tout ça serait un peu confondu. Je me dirais, le pauvre, il est perdu dans sa life. C'est vrai. Meuf, tu m'as fait pleurer dans ton spectacle, quoi. J'ai eu des larmes. J'ai eu des vraies larmes. C'est vrai. De tristesse. Et je pense 1 minute après, j'étais pété de rire. Ou l'inverse, je ne sais plus dans quel sens c'est arrivé. Je crois que c'est arrivé dans ce sens-là. Ouais. T'es insupportable. Non, et c'est vrai que... Ouais. Non, c'est vrai que c'est un spectacle qui ménage pas les émotions. Mais de manière générale, dans la vie, je vis comme ça. Je chiale, je ris, enfin c'est... Celle qui est la plus dure, je pense, à prendre dans ton spectacle et dans la... Quand même, qui va peut-être mal le vendre d'ailleurs, je suis désolé, mais c'est la gênance, quoi. C'est un peu quand tu rentres dans l'univers de Marie, ouais.
Mais que ce soit d'ailleurs en vidéo ou en fait, faut quand même accepter ce truc. Quoi. Ah, Et, et c'est très et dans désagréable. le spectacle, il y a un moment, tu te dis putain, pourvu que ça me Ouais. tombe pas dessus. Quoi. C'est un moment désagréable. Moi, il y a un moment, je t'ai vu l'autre jour pendant tout le spectacle, t'avais la CB d'une dame que t'as mise comme Oui. ça, là. Tu lui C'était as là, rendu. c'était au casino. Ouais, tu lui as rendu. Je sais plus si je lui ai rendu. En tout cas, le sans contact marche vachement bien. On nous a dit que c'était 3 fois 50, pas du tout. On peut vraiment dépasser tout. Non. Mais t'as quand même ouvert son sac. Écoute, c'est un moment qui est gênant pour tout le monde. Pour moi, la première, il faut quand même le comprendre. Parce qu'ils me font rire. Ils sont terrorisés, mais moi aussi, je suis terrorisée. On est tous terrorisés. Mais moi, je trouve qu'il y a un truc très important au théâtre, et c'est quelque chose que j'adore, c'est la peur. Et c'est un moment où je terrifie le public. Et c'est hyper compliqué parce que si on sort du contexte, c'est n'importe quoi. Je vais pas y aller. Tu vois, c'est quand même. On se dit qu'on ne vient pas y aller, que c'est trop risqué. Si, par exemple, je sors des images de ça, on se dit que c'est n'importe quoi, que c'est un spectacle violent, agressif. Or, dans un contexte qui après les ramène à moi, où moi je suis quand même aussi dans des moments de grande vulnérabilité, bon, tout reprend sens. Mais c'est sûr qu'il y a un moment... Il y a un moment un petit peu agressif. Il y a des gens qui sortent, hein, je le Bien sûr qu'il y redis. a des gens qui sortent. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui se disent en fait. Bah, pas beaucoup parce que t'es tombé sur une scène où il y en avait pas beaucoup, mais parfois il y a des gens qui sortent. Et je le comprends totalement. Il faut s'accrocher. C'est un spectacle où il faut s'accrocher. On n'est pas là, assis sur son siège, à recevoir une œuvre. C'est pas un moment de contemplation. On est en permanence sollicité. Et c'est vrai que le spectateur est acteur. Il n'est pas simplement acteur parce qu'à un moment, il peut se retrouver sur scène. Chose qui peut arriver, évidemment, puisque tout peut se passer dans ce truc. Je sais même pas comment j'ai pu penser à toutes ces histoires. Enfin, tu sais, vraiment, il y a des moments où je suis en coulisses comme ça, je bois ma bouteille d'eau, je dis, il y a quoi déjà là? Ah ouais, il y a ça, mais comment j'ai pu imaginer ce sketch-là à ce moment-là? Tout est d'une confusion absolument, c'est un bordel immense, quoi. J'adore ce grand bordel. Bref. Donc le spectateur est acteur, pas seulement parce qu'il va à certains moments se retrouver sur scène ou pas, ou appartenir au spectacle, mais aussi parce que ses émotions sont convoquées directement en permanence sur ce qui est dit. Il ne s'adresse qu'à lui, ce spectacle. C'est-à-dire que même quand je viens parler de moi au plus près, je parle de lui, et lorsque je parle, enfin tout n'est que ça, quoi. Et ça, c'est quand même, une fois qu'on a dépassé ce moment un petit peu pénible, je dis un moment, ça pique un peu au début, mais après c'est que de l'amour. C'est exactement ça, ça pique un peu au début, mais après c'est que de l'amour. Et ben déjà il y a une grande communion qui se fait quand même entre les spectateurs, parce qu'on est tellement tous à la même enseigne qu'il se passe un truc quand même on est tous ensemble. Ah mais je te confirme. On est ensemble, je te confirme. Et ça c'est très bon. D'ailleurs, dans le sketch dont tu parles, qui est un sketch en fait où je m'introduis dans le public pour Pourquoi Moi, je c'est la question. Il y a deux choses. Il y a d'abord la première chose, c'est pourquoi pour créer ce moment de tension très forte. Ce moment de tension très forte qui va ensuite me permettre, c'est comme, tu vois, le théâtre, c'est comme un string. Tu les tires et hop, il se retend et hop, ça se remet. C'est un élastique. Et donc, cet élastique, tu le tends et après, il se relâche. Et donc, dans le moment de relâchement, tout va être beaucoup plus doux, beaucoup plus ouvert. Enfin, tu vois, j'ai pas besoin de les faire grimper. C'est j'ai tiré, boum. Et donc là, on est tous ensemble. Donc j'ai besoin de ça, moi d'abord dans un principe de rythme et de mise en scène, parce que je suis obsédée par le rythme et la mise en scène. Et aussi, pourquoi je fais tout ça? Tout simplement pour montrer, parce que qu'est-ce que c'est que le culot? Le culot, c'est dépasser ce ridicule-là. Culot, c'est le nom du spectacle. Voilà, le culot, c'est le nom du spectacle et c'est un peu ma marque de fabrique. Pour oser, pour aller au plus près de soi et accomplir en permanence ses rêves, s'interroger exactement sur sa vocation, sur sa finalité, sur son désir, sur l'amour qu'on a à faire les choses et aller en permanence à l'action pour pouvoir accomplir tout ça. Parce que notre vie est quand même uniquement une addition d'actes.
Donc pour pouvoir oser, il faut évidemment se libérer du regard des autres. Et pour pouvoir se libérer du regard des autres, il faut savoir s'y confronter. Et donc, il y a ce moment où le public est filmé et je montre qu'en effet, le ridicule est partout, qu'on appartient tous à un cliché, qu'on appartient tous à un énorme stéréotype, à des cases dans lesquelles on nous met, et que c'est pas si grave. La façon dont on nous regarde, la façon dont on va nous assigner une case, et ben c'est pas si grave, et qu'il faut savoir en rire. Voilà, moi j'arrive dans une pièce et je suis la petite bourge, prétentieuse, trop maquillée, imbue d'elle-même, un peu extravertie, et c'est pas grave. Voilà. Et c'est pas grave, et on peut en jouer, on peut en rire. Et si t'appartiens à cette catégorie sociale-là, ben tu l'avoues et tu l'affirmes et c'est pas grave. Et c'est la seule façon de se sortir des cases et du regard de l'autre. Donc voilà, il y a un moment où tout le monde est regardé et on peut en rire. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très marquant dans mon spectacle, c'est que je sais discerner les rires différents. Et si le rire est moqueur, eh ben c'est que le spectacle prend pas la bonne direction. Donc je rechange à nouveau à l'intérieur de ce sketch-là, je rechange un petit peu la façon dont je l'amène, parce que le rire ne doit pas être moqueur. Le rire doit être libérateur. C'est pas je pointe du doigt des gens pour qu'on se moque d'eux. C'est pas ça du tout. C'est je pointe du doigt des gens qui appartiennent à des stéréotypes auxquels on fait tous partie pour pouvoir les libérer. Voilà. De façon très 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 chiante. Non. Est-ce que le Marie Saint-Filtre, c'est la caricature de Marie Benoliel? Est-ce que cette bourge prétentieuse que tu pousses à fond, c'est toi? Je dirais plus que ça a été moi un moment. Ça a été la version... ça a été ma grosse carapace pendant... jusqu'à ce que je crée mon personnage. J'avais ce personnage en moi qui était très exubérant, assez agressif, qui avait un rapport très agressif au monde, toujours dans une éternelle provoque, très histrionique, je me mettais en scène en permanence, et que mes amis proches, parce que j'ai aussi des amis, que mes amis proches me surnommaient Mario. Qu'on rencontre ailleurs que dans des sombres parties communes dégueulasses, quoi, des vrais amis, c'est ce que tu veux dire? Non, je veux dire, il y a quand même des gens qui arrivent à être amis avec moi, C'est vrai. malgré tout cet énorme défaut. D'ailleurs, je leur en suis très reconnaissante. T'étais drôle? Ou t'étais juste en colère? Drôle. T'étais déjà drôle? Ouais, j'étais drôle. Mais pas pour tout le monde. Mais comme Mais aujourd'hui. ça, c'est un sujet qu'on va aborder. C'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Ouais. Mais je cherchais pas vraiment à être drôle. Je cherchais à être... J'en ai de l'eau, hein, si tu veux, je t'en offre. Oui, mais moi, j'ai pris mon eau des viandes dans ma bouteille en plastique. Parce que je vois que t'as une carafe et ça, pour moi, c'est pas possible. Pas en 2024, tu vois. Enfin, il y a quand même des gens qui abusent. On va avoir un bon extrait TikTok, là, pour Marie. Ouais. Non, je suis très reconnaissante. Attends, je ne n'ai De tes amis. Bon, écoute, je vais meubler. Alors, je vais meubler pendant ce temps-là. Non, je vais meubler ou je vais dire pourquoi je disais... je me posais la question de... T'as un passé vocation ségolène, socialiste, plutôt assez engagé. PS, t'as été encarté? Ouais, bien sûr. Ok, donc tu as ta carte du Parti Socialiste. MJS, Mouvement des Jeunes Socialistes. Ouais. Tu dénonces finalement plein de choses. Tu as quand même ce côté bourgeoise prétentieuse qui... Non, mais en on tout n'en cas, démarre pas. Voilà. Que tu accentues, dont tu rigoles, etc. C'est vrai que tu ouvres les yeux sur beaucoup de choses et à la fois, tu as un spectacle qui est pas très accessible au grand public. Il n'est pas populaire. Ouais. D'ailleurs, t'en rigoles un peu dedans. Mais est-ce que c'est tu le fais pas exprès? Est-ce qu'il y a un moment où tu voudras faire un spectacle populaire? Est-ce que populaire, il est assez élitiste ce spectacle? Tu trouves? Je sais pas, non. Il y a plusieurs. C'est un sentiment que je te mets. Je dirais qu'il y a plusieurs lectures de spectacle.
il y a plusieurs lectures. Si on veut venir se fendre la poire, on peut totalement le faire, en réalité. On se fend la poire, il y a des moments assez potaches, presque grossiers. On se dit, bon, je vais pas trop adhérer au moment de réflexion, non, mais c'est quand même des moments très marrants, et elle a fait ça, tu te rappelles. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plusieurs lectures du spectacle. Il y a une lecture... je dirais que j'ai pas fait un spectacle pour qu'il soit élitiste. C'est juste que dans les vidéos qu'on voit sur le Ternet, pendant, je dirais, 5 ans, mon objectif était de faire un maximum de contenu pour ensuite pouvoir ramener les gens à mon spectacle. Alors là, le premier spectacle était vraiment assez compliqué et très littéraire, figure-toi. Et alors là, j'avais vraiment un public YouTube de 16-20 ans qui me regardait faire des grosses conneries sur les vidéos et qui venait voir un spectacle qui, pour le coup, était vraiment, pour le coup, pas pour eux. Donc là, j'avais un moment de dissonance forte. Mais aujourd'hui, je dirais que le spectacle n'est pas élitiste parce que le spectacle parle à tout le monde. Mais je ne veux plus participer à un truc que je dirais de syndrome de la médiocrité. Voilà. Je trouve que il y a aujourd'hui sur les réseaux, et moi j'y ai beaucoup participé, à une efficacité par la médiocrité. Une façon de soi-même souvent se rabaisser pour créer le contact. Il y a un côté un peu pathétique, je dirais, dans la façon dont on aborde la création artistique. Et je dirais pas que j'ai voulu un spectacle élitiste, mais moi, maintenant, et là, je suis en train de réécrire le spectacle et je vais encore plus loin là-dessus, je veux de plus en plus exiger de moi, pas de l'intelligent, c'est pas ça, mais du beau, du vrai, du sensible, du un peu plus fin à certains moments, pour me rapprocher de quelque chose qui m'élèverait un peu plus que le sketch dont on parle, qui est très efficace, mais qui pour moi n'a pas vraiment d'importance autre que on libère les clichés, j'emmène le public avec moi, je les terrorise, et donc après je peux les amener vers une fable, je peux les amener vers une chanson un peu plus jolie, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Je me posais la question, en fait, j'ai reçu il y a quelques mois ici Redouane Bougueraba. Redouane Bougueraba. Et je me suis posé la question en allant le voir à l'Accor Arena. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si là, à la place, je mettais Marie ? Accor Arena ? Mais avec le public de Redouane. Tu vois, si là, on leur disait, oui. Surprise, en fait, on a tout changé. Ah, il kifferait trop, hein ? Tu crois ? Ah, j'en suis certaine. Alors, en fait, il y a plusieurs façons d'aborder le spectacle en fonction de qui on est. Déjà, si on est une jeune femme, c'est totalement différent parce qu'une jeune femme va se projeter en moi. Donc, tout de suite, elle va adhérer à ce que je fais, elle va s'y voir. C'est très différent, par exemple, d'un homme qui va voir une première partie de mon anatomie, qui va accrocher différemment. Mais il y a plusieurs façons de trucs. Je sais que, en gros, même si pendant le spectacle, il y a des moments qu'on n'aime pas. Il y a la tête qui réfléchit, qui se dit « Ah non, ça c'est facile. Ça c'est... ou des moments d'incompréhension. Qu'est-ce qu'elle a dit là ? Est-ce qu'elle a dit une phrase qui aurait pu être méchante ? Est-ce qu'elle pense ce qu'elle dit ? Est-ce qu'elle ne pense pas ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre là ? Il faut comprendre le contraire ou il faut pas comprendre le contraire ? Mais est-ce que là, si je pense pas le contraire, mais si je pense le contraire du contraire, à ce moment-là, ce qu'elle vient de dire est raciste et homophobe ou juste antisémite ? Non, en fait, non, c'est pas ça, c'est une autre lecture. Donc si on commence à penser, etc., 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 c'est qu'à la fin du spectacle,
qu'il y a ce sentiment de tout qui a repris une cohérence et d'adhésion véritable ou non. Moi, je pense que le public de Redouane, à la fin du spectacle, il a aimé. Pendant, ouais, bon, il y a un tiers de la salle qui se casse. Ça va. Ça va. Non, mais ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a, en revanche, une similitude dans ces publics, c'est que les gens viennent se faire éclater la gueule quand même, mais un passage quand même. Hein. Mais il est bien meilleur que moi. Là-dessus, non, il le fait très différemment. C'est pas du tout. Moi, je suis vraiment, je suis mais tellement admirative de la façon dont il l'amène. Je me dis que ça va à toute vitesse dans sa tête, alors que moi, je suis là, bam bam. J'ai l'impression que je suis hyper grossière et maladroite. Mais dans le grossier, je pense qu'il y a compète quand même. Non, mais je veux dire grossière, c'est-à-dire dans un truc un peu rapide, quoi. Ouais. Alors que lui, tac, il y a une imagination qui se crée. Non, je trouve ça absolument dingue. Je trouve ça absolument dingue. Et là, ce que je trouve de fou chez Redouane, putain, s'il m'entend, il va penser que ce n'est pas de la drague, Redouane. Mais ce que je trouve de fou, c'est qu'en fait, pour arriver à ça, il faut un grand lâcher-prise. Parce que le stress lié à la scène, le stress lié à tout ça, fait que le cerveau fonctionne beaucoup moins vite, beaucoup moins... On est moins capable d'imaginer les choses. Comme au l'Everest, quoi. Si tu y es. Bah oui, tu sais, quand tu stresses, t'as plus d'idées. Et là, je me dis, il arrive à créer ce lâcher-prise en lui pour continuer d'imaginer et avec une sorte de possibilité d'erreur, de faute, de truc, de machin. Et là, je me dis, putain, le mec est balèze. Parce que c'est beau, quoi. Il n'y a pas un moment où, à l'inverse, t'arrives dans une zone de... tu vois, ce qu'on parle d'état de flow, où en fait, t'es sur scène et en fait, au lieu d'être bridé, t'es totalement débridé. Totalement. Mais je sais que chez lui, comme pour moi, ça vient au début. Ça vient au début de son spectacle, non ? Alors, ça revient un peu tout le long. Ça revient un peu tout le long. Et au début, moi, je stresse énormément. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de trac de manière générale. Là, quand je te parle, j'ai quand même le trac. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis toujours... si tu veux, j'ai toujours... les choses... Juste là, toi et moi, hein, t'inquiète, il n'y a personne. Arrête, tu sais très bien qu'on est regardé par une jeune femme. Elle nous entend pas, elle a pas de casque. Elle nous fait les yeux doux, en plus, regarde, quand elle se mord la lèvre. Bon, bref, et donc j'ai beaucoup de trac et c'est pas des moments où... le début du spectacle, je suis souvent sur un truc un peu figé, quoi. Bref, on s'en fout, je te parle de trucs de... Non, moi je trouve ça intéressant. Je note juste un point là-dessus aussi. Je suis allé voir Gad Elmaleh aussi, qui est venu ici, et c'est assez intéressant. Parce qu'il a ajouté dans son dernier spectacle, à la fin, un moment où il allume les lumières et il a des interactions avec le public. Et alors, honnêtement, il m'a buté. Gad, mais c'est un génie absolu. Le mec, quand il rentre sur scène, et là, je vous ai vus tous et vous êtes plus jeunes, etc., mais il a grandi. C'est-à-dire que quand il rentre sur scène, et alors toi c'est absolument génial, je cherche pas à faire de comparatif, mais en fait le mec, il a un côté désormais assez américain. C'est-à-dire qu'il prend la scène, il y a rien à dire, le mec il marche, il y a même pas de musique, il doit y avoir de la musique, mais tu vois, et après en revanche à la fin, quand il fait ce truc, il se met lui mais totalement à poil, c'est-à-dire que là on sent que c'est nouveau pour lui par rapport à vous et à toi, à Redouane. En fait, il se lance dans un nouvel exercice et je trouve ça exceptionnel parce qu'en fait il reste pas du tout dans sa zone de confort. Il teste un truc, il le rôde et là c'était à l'Olympia. Et waouh, Gad, souvent il écoute ces épisodes, donc Gad, je t'embrasse, tu m'as impressionné et fan numéro 1. Voilà. Mais fan numéro 1 avant que toi, ok, shotgun. Moi, les deux premiers spectacles de Gad que je connais vraiment absolument par cœur, Décalage et La vie normale, ce risque qu'il prend dans tout. Pour moi,
c'est une source d'inspiration excessivement forte. Je te rappelle, dans La vie normale, à la fin, il faisait un sketch avec le public où il reprenait plein de possibilités du public et il faisait tout un truc en 5 minutes où enfin, c'était fou. Bon, je l'ai très mal décrit. Je fais aucun effort pour Je l'ai vu en plus, je m'en souviens plus. Alors, donc je peux pas t'aider en plus. C'est en gros, il a une feuille de papier et il dit au public, bon, on commence par quoi? Alors là, il y a une meuf, un mec en skate. Ok, un mec en skate. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Robocop. Je te rappelle, et après il refait bah. Et c'est éblouissant, c'est brillant, et puis c'est tellement dur, quoi. Et donc voilà. Donc respect total pour ça. Et c'est marrant ce que tu dis sur le risque, le fait de toujours continuer à prendre des risques. C'est tellement important. C'est tellement important. Là, je commence à maîtriser mon spectacle. Voilà, c'est vrai. Je commence à maîtriser, je commence presque à ne plus chanter faux. Et ça, je me dis, il y a peut-être un problème. Et donc, je commence à maîtriser mon spectacle. Et pourtant, ce spectacle, je le redécouvre chaque soir. J'y suis tellement accrochée parce que il porte le public, mais il me porte aussi. Tu vois, là, par exemple, je le joue pas pendant 2 mois. Et je vais avoir moins de... Enfin, cette réflexion autour du culot, de l'audace, etc., de le dire chaque soir, de le redécouvrir chaque soir, de reparler de la honte, de reparler de l'importance, de la jouissance, de l'importance du temps qui passe, qu'il faut savourer à chaque seconde, etc. Bah, tu vois, je me réveille le matin et j'ai porté tout ça, je l'ai réhabité, donc j'ai une façon de voir la vie différente, là, de pas le vivre pendant 2 mois. Je sais pas, tu vois, c'est un peu comme une sorte de prière. C'est ouf, hein. Putain, je suis folle, mais c'est vraiment vrai. Mon spectacle, c'est un peu comme une sorte de prière. Je prie chaque soir autour de toutes ces choses qui sont tellement importantes et que je vis totalement dans un état de transcendance totale parce que, je sais pas, bon, t'as bien vu que sur scène, je suis dans un état d'hystérie totale, en fait. Je suis dans un état d'hystérie, quoi. Ouais. Et... je vais dire plus que d'habitude, en tout cas. Encore plus que d'habitude. Enfin, là, c'est les 25 cafés que tu m'as fait parce que apparemment je n'avais pas l'air très réveillée. J'ai donné un peu de vitamine aussi. Je suis dans un état d'hystérie totale, donc j'habite tout ce que je dis, etc. Et là, de pas le jouer pendant 2 mois, ça me manque. Ça manque à ma vie, ça manque à mon inspiration, ça manque... Mais bon. Et je me dis, il faut quand même que je pense très rapidement à un autre spectacle. Mais je veux pas refaire un spectacle d'humour parce que malgré tout, l'humour, c'est pas ce dans quoi je suis le plus à l'aise, figure-toi. Et donc, j'ai envie d'un spectacle excessivement puissant et j'en ai marre d'être seule sur scène parce que j'ai envie d'une troupe qui me porte, même si évidemment je resterai la superstar. Et donc, je veux absolument faire une comédie musicale absolument dingue avec le public, le truc, le machin. Par contre, faut y aller et faut le faire. Et donc, quand tu parles du risque que prend Gad à la fin de son spectacle, il faut que ce soit quelque chose de permanent dans toute vie, mais dans la vie d'artiste encore plus, parce que rien de pire qu'un artiste qui devient confortable dans ce qu'il fait, rien de pire qu'un artiste qui est redondant. Tu vois ce que je veux dire? C'est horrible. L'enlisement, de manière générale, est quelque chose d'horrible. Le confort, m'en parle même pas. La sécurité est l'abomination totale. Mais alors, pour un artiste, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Voilà. Donc j'ai hâte de rechanter faux sur scène très rapidement. Tu chantais vraiment faux? Genre, t'en étais consciente et tout? Tu n'as pas idée. Et tu prends du plaisir, par exemple, à chanter faux? Est-ce qu'il y a un côté... Non, mais je me dis, ça c'est de l'audace. Ouais, je me dis, c'est bon, je l'ai fait quand même. Et ouais, les enfants. Regardez-moi bien, quoi. Regardez-moi bien dans les yeux. Ouais, j'ai été vraiment 2 tonalités au-dessus. Et ouais, pendant toute une musique. Non, mais c'est extra. C'est extra. Bien sûr, c'est très important, l'imperfection, le moment où je trébuche, je tombe beaucoup. C'est très important. Je tombe sur mes talons. Et à la fois, donc, quand je fais, moi, ces échanges, certains, avec un président de la République, où il y a plein de gens qui me découvrent et qui voient... On peut parler d'Emmanuel Macron. Non, mais qui me connaissent pas et qui voient mes imperfections, en fait, elles me pètent à la gueule. C'est-à-dire que tu le vois, toi, sur tes réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu t'en prends plein la gueule. Alors, moi, j'ai eu le malheur de reposter un de tes trucs. Je t'en ai parlé, tu m'as dit, mais t'es un ouf de reposter ça. Malade. Et donc, toi, tu t'en prends plein la gueule. Et alors, moi, j'ai un peu aussi découvert ça, donc les imperfections. Tu t'animes un podcast, tu dis parfois tu coupes la parole, parfois tu devrais couper la parole mais tu le fais pas, parfois tu machin, et donc tout le monde te... Et donc je les accueille, mais ça me travaille
quand même. J'imagine que toi, tu te dis quand même, j'aimerais bien chanter juste, quoi. Ah, mais je travaille. Oui, donc Mais ça me travaille pas. intéressant. C'est fou, hein. Tu vois, par exemple, ce matin, je me suis réveillée. Bon, alors j'ai fait une semaine de vacances, ça m'est pas arrivé depuis 2 ans exactement. Depuis la mort de mon ami, pour tout te dire. Ça faisait 2 ans que j'avais pas pris de vacances, tout simplement. Laetitia. J'avais pas pris de vacances parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je ne sais plus faire. Tout simplement parce que pour moi, qu'est-ce que c'est que les vacances? C'est de prendre du plaisir. Et pour moi, mon plus grand plaisir, c'est quand même de travailler. Donc, j'avais pas pris de vacances depuis 2 ans. Mais là, tout à coup, voilà, j'ai pris des vacances. Et donc, je reviens là hier pour ton podcast. Oui, je suis rentrée pour toi, chérie. Et Much appreciated. Un petit anglicisme, ça faisait longtemps. Pourquoi t'as pris des vacances? Tu m'as caché un truc, là? T'as vu mon petit regard brillant? Il y a une histoire d'amour. Peut-être. Et donc, t'arrêtes d'être indiscret comme ça? Non, c'est marrant, je te regardais en fait tout à l'heure, pardon, je fais mini aparté, mais je me disais, il y a énormément de choses dans ton spectacle et dans ta vie. Pas d'amour. Il y a de l'amitié, il y a plein de choses et il n'y a pas d'amour. Non, il n'y a pas d'amour. Si tu veux, j'ai une façon tellement impudique de parler de certaines choses. On peut pas tout mettre au même moment. Enfin, il y a un moment où... Et puis, je suis très pudique sur mes histoires d'amour, figure-toi. Et ça avec tout le monde. C'est pas mal aussi d'avoir sa zone de secret. J'essaie de réfléchir avec ça avec tout le monde parce que t'as beaucoup d'histoires d'amour en même temps. Évidemment. D'accord. Du coup, je peux pas communiquer, quoi. Évidemment, t'es pudique. En fait, oui, t'as raison. Reste pudique. Je comprends. Non, pas du tout. Je veux dire, ma Moi famille... aussi, je suis très pudique avec mes histoires d'amour. Non, mais voilà, c'est quelque chose dont je parle peu. Bref, qu'est-ce que je te disais? Retour de vacances. Retour de vacances. Et là, je me dis, il faut absolument que je refasse mes cours de danse. C'est pas possible. Je veux que je refasse des cours de danse. Et là, je m'imaginais faire mes cours de danse, être encore maladroite et me dire, non, je suis toujours pas au niveau. Et je me suis mis 2 claques. Je dis, ce matin, tu mets 2 claques. Ouais, mais ça va pas te penser comme ça. Tu t'es... Petit Roland. Ça, tu le gardes aussi. On pourra l'enlever. Allez, on va être sympa, celui-ci. Si t'es d'accord. Je vais vous la mettre partout, celle-là. Ok, bah on le garde alors. Je me suis mis 2 claques. Attends, bah du coup, je me mouche. Tant qu'à faire, mouche-toi bien dans le micro, hein, tant qu'à faire. J'avais du sex appeal il y a 2 minutes. J'avais plus jamais de ma vie. C'est pas grave. Donc. Adieu, histoire d'amour, débutante. Et toutes les autres prochaines. Adieu, vie sexuelle. Adieu. Jette-le sur la table, vas-y. Et le chapeau et tout. Non mais franchement, il y a un manque de respect. Je regarde un peu ce que je donne au chapeau. Je suis mieux quand même. Je voulais venir un peu sur le comment, justement. Comment tu parles de ces cours de danse, cours de chant peut-être. C'est quoi, avec qui? Comment en fait t'arrives à faire toutes ces perfs en même temps? Ça me fait rire parce que c'est tellement bordélique. Enfin, tout est tellement bordélique. Il y a des moments où je vais me dire, faut que j'apprenne à chanter. Donc là, je me fais 1 semaine de cours de chant tous les jours. Puis après, j'abandonne. Avec qui? Avec un coach vocal. Qui s'appelle comment? Ben, j'en ai eu plusieurs. J'ai Camille, d'abord, ma pote Camille Glas, qui est donc vous êtes dans une pièce. Chanteuse lyrique. Ok. Très belle chanteuse lyrique. Et là, elle me faisait wow, alors que j'ai une voix totalement cassée. J'ai des cordes vocales dans un état de défractage total parce que je fume des clopes, je bois. Et je suis dans une hygiène de vie douteuse. Elle te fait faire des vocalises? Elle fait faire des vocalises, elle m'apprend à placer ma voix. Non, je suis très nulle. Vas-y, fais-moi une vocalise, t'as peur de rien? La 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 la, ta gueule. Alors moi, faut savoir que comme je suis très tendue, ok, que c'est pour ça que j'ai aussi cette voix cassée, parce que je suis tendue. Voilà, alors j'ai appris ça. Tout l'âge, je suis tendue, et donc ça me comprime mes cordes vocales au possible. Tout est comme ça, tu vois. J'ai des sortes de cordes vocales constipées, puisqu'on y est, voilà. Ouais, on a ouvert la boîte de Pandore des grossièretés.
Et donc, tout mon enjeu, c'est de détendre mon visage et de détendre toute cette partie du corps. Sachant que je suis la personne la plus tendue au monde. Et donc, je fais beaucoup de... Voilà. Donc, si tu viens me voir 1 heure avant le spectacle, j'ai fumé 2 clopes. Et là, tu vas me faire de la corde à sauter en faisant... J'ai vu un pot de miel quelque part aussi dans ta Beaucoup de miel, beaucoup de gingembre. Alors, c'est contractuel. Dans toutes les salles, il doit y avoir du gingembre. Alors, parfois, je vais à Dunkerque, je sais même pas ce que c'est que du gingembre. Non, c'est pas du tout un racisme de classe, mais c'est juste qu'il n'y a pas de gingembre à Dunkerque comme ça. Ils font le tour de la ville. Trop tard, tu vas te faire exploser. Bon, là, ça part en couille. Non, mais à Charleroi ou à Cherbourg, il n'y a pas de gingembre non plus. C'est pas contre Dunkerque, il y en a qu'à Paris. C'est ce que tu veux dire. Il y en a qu'à Paris, lui. Et que chez Bio, c'est bon. Bon, merde! Coupez-moi. Tais-toi. Là, tu te tais. Minute de silence. Bois ton Evian dans ta bouteille en plastique. Plastique. Je pense qu'il y en a encore qui utilisent du verre. Ça me sidère. Vous avez pas honte? Genre, vous arrivez à vous regarder dans un miroir? Avec vos carafes, là? Et vos gourdes? Voilà. Donc, le gingembre à Dunkerque. Vas-y. On reprend là où on était. Non, je veux repartir from scratch, comme on dit, chez les connards. Pourquoi le gingembre? Parce que le miel, parce que pour la voix aussi, ça va. La voix, et puis ça t'envoie un petit... Alors moi, j'ai une drogue. Ok. Parce que j'ai un spectacle assez intense physiquement. Et donc, je suis parfois défractée. Mais un état de défractage. Après? Avant. Tu sais, quand j'enchaîne plusieurs dates... Ouais. Waouh, parfois, j'arrive dans les salles dans un état. Oui, j'ai eu, entre 2 dates, je dis à Marie, bah tiens, on peut venir le lendemain matin. Elle m'a dit, mais t'es malade, mec, en fait. Je t'ai pas idée dans quel état je suis. Bah après, j'ai compris. Ouais, t'as compris quand même. Ouais. Donc, j'arrive dans des salles défractées. C'est une etc. performance. Ouais. Et surtout, si j'atteins pas ce niveau de je te disais, un peu d'hystérie, d'intensité totale, le spectacle, il veut rien dire. Faut s'imaginer le truc un peu plat. Tu t'imagines ce spectacle un peu plat? Catastrophe. Donc, je suis obligée de me mettre dans un état, etc. Et donc, je bois du café, je prends du gingembre, et je fais de la corde à sauter, et je prends un Doliprane. Et alors là, j'ai une sorte de combo magique de je ressens plus rien avec le Doliprane, je suis excitée avec le café, et je transpire avec la corde à sauter. Et le gingembre me fait avoir une voix naturellement sublime. Bon, on arrête de dire des conneries. Qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, je voulais comprendre comment... Il parlait quoi d'Emmanuel Macron, déjà? Fais-moi parler de la dette publique, d'un truc. Qu'est-ce que tu penses de la dissolution? C'est vrai? Non. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? La dissolution. Parce que il fallait. Sinon, on n'aurait pas eu les problèmes. Ouais, stop. Revenons. Je me concentre, je respire. Je t'écoute. J'allais venir sur je voulais venir sur le comment. Comment, en fait, toi, t'as fait Sciences Po. Tu sais, comme Emmanuel Macron aussi, d'ailleurs, le plus grand drame de ta vie, c'est que t'as pas eu Normal Sup. C'est ce qu'il m'a dit sur mon podcast. Ça, c'était vraiment un drame? Ouais, c'était très dur. Ouais, franchement, c'était très, très dur. Tu vas avoir le même syndrome que lui, c'est un syndrome de premier de la classe, en fait. Quoi. Ah, moi, j'avais un syndrome de première de la classe de ouf. En plus, j'étais pas si bonne. Donc, c'était un syndrome hyper dur parce que j'étais 15e alors que je me battais pour être la première. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Normal Sup, ça a été très dur parce que... je vais te dire pourquoi ça a été vraiment dur. Et c'est le grand regret de ma vie. C'est que j'y ai cru trop tard. Tu vois? Si j'y avais cru depuis le début, dès mon entrée en Hippocagne, je l'aurais eu. C'est vraiment une histoire d'état d'esprit. Je vais dire mindset. Mais ouais, c'est une histoire de mindset. J'y ai cru les 3-4 mois avant de passer les concours. Et tu vois, ça s'est joué difficilement à peu. Et donc là, je me suis dit que j'avais été trop bête de pas y croire. Et c'est le grand regret. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, maintenant, tu y crois à tout. Alors là, Sciences Po, j'y ai cru. Après, j'ai cru à tout. Et l'ENA, j'y croyais, mais je l'ai pas passé. Parce que j'ai commencé à faire du théâtre. Mais oui, ça a été très dur de pas avoir Normal Sup. Parce que pour moi, c'est le seul concours qui existe en France. Voilà. C'est le plus beau, c'est le plus prestigieux. C'est celle qui a une valeur. Attends, je vais toucher. Je vais tousser. Ok, vas-y. Touche aussi, vas-y, fais-toi plaisir. Pardon.
Euh, donc non, on coupe rien, normalement. Je te crois pas. Coupez rien. Je te jure qu'on coupe rien. Ouais. On est en condition de direct. Chacun son client. Quand tu shifts, il y a quand même eu un gros virage à ce moment-là. Tu te dis, en fait, je vais devenir Ségolène Royal, en mieux. Et puis après, tu te dis, je vais faire quoi Ouais, je vais faire quoi Guignol, influenceuse. En fait, ce qui s'est passé très exactement, c'est que donc j'étais à Sciences Po, j'adorais Sciences Po. J'ai vraiment adoré, mais adoré. C'était génial. J'ai adoré Sciences Po, je m'éclatais. J'apprenais moins, évidemment, que lorsque j'étais en Hippocagne en Cagne, ça c'est sûr. Parce qu'on apprend moins. Voilà. J'apprenais moins, mais je me disais que c'était quand même vachement astucieux. Les gens étaient vachement beaux gosses et sympas et drôles et intelligents. Et puis, c'était des gens qui me ressemblaient dans une sorte de vivacité, d'appétit pour les choses, d'ambition, mais sans vraiment se prendre au sérieux. Pour ceux qui connaissent pas, ou pas bien, c'est quoi Sciences Po ? Sciences Po, c'est cette école en plein Saint-Germain-des-Prés. C'est quelque chose d'assez important parce que c'est une grande école, mais parisienne, qui prépare à l'origine et à la fin, qui est la plus jolie des étiquettes sociales pour dire j'ai fait quelque chose d'assez intelligent, d'assez prestigieux, mais aussi d'assez sympathique et marrant. Voilà. Donc on fait Sciences Po normalement pour faire de la politique, parce que c'est sciences politiques. C'est l'antichambre de l'ENA. C'est l'école qui prépare au concours de l'ENA. Et c'est une école d'affaires publiques à l'origine, c'est-à-dire qu'on y apprend un petit peu le service de l'État, le service de la France, et on y apprend la politique, quoi. Les outils économiques. Il y en a dans toute la France, il y en a à Bordeaux, à Lille. Il y en a, les IEP, il y a des IEP partout en France, et il y a Sciences Po Paris. Et donc on y entre sur concours, et c'est un concours intéressant. Assez généraliste. Hein. Assez généraliste. Les maths, c'est pas très important. Bon, Les maths, c'est pas du tout important. Il y en a pas. Okay. Il y a pas de maths, et voilà. Et donc moi, j'ai le concours de Sciences Po après avoir fini mes années de prépa. Donc j'y rentre. Je sais que j'y rentre d'ailleurs. Après l'écrit et après l'oral, je savais que j'allais l'intégrer. Tu savais que tu avais réussi. J'ai plus fait la même erreur que pour normal. J'y ai cru. J'avais quand même une forte tendance à me blesser. J'ai toujours un grand complexe intellectuel. Je me trouvais très, très, très stupide. Plus stupide que les autres, en tout cas. Ou plus laborieuse. Je trouvais ça... je trouvais que j'étais laborieuse. Que c'était compliqué, quoi. C'était compliqué pour moi d'apprendre. C'était compliqué pour moi de retenir. Et c'était compliqué pour moi de synthétiser. Je voyais les autres beaucoup plus rapides, beaucoup plus... Mais comme j'avais cette capacité à travailler plus que les autres, j'y ai cru et je l'ai eu. C'est assez fou parce que j'ai reçu quand même beaucoup de gens qui ont fait des études de ouf. Tu vois, je reprends Cédric Villani, qui est quand même une médaille Field, hein, donc on parlait de maths à l'instant, qui est, tu vois, l'équivalent d'un Nobel. Et le mec me dit pareil, quoi. En fait, et ce qui est marrant, c'est alors est-ce qu'il y a des gens qui gravitent, qui arrivent tout là-haut, bien sûr, qui se disent bon, pour moi, je travaille pas beaucoup et tout est facile. J'ai pas l'impression. Ouais, si. Ah bah moi, je peux te dire que j'en ai rencontré. Hein. C'est de eux dont je parle. C'est à eux que je me comparais. Les enfoirés. Les enfoirés, mais ils sont pas là devant toi, tu vois, finalement, parce que ces enfoirés. Je pense notamment à Hugo Lévy-Edman, qui était avec moi de la 6e à la terminale, qui est pas du tout un enfoiré, parce que j'ai copié sur lui de la 6e à la terminale. Absolument toutes les épreuves, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, je le remercie parce qu'il était très généreux avec sa copie. Hugo Lévy-Edman, qui est un génie absolu, et pour qui tout était facile, même s'il travaillait beaucoup. Hein. Tout était absolument facile.
Bon, déjà, je pense qu'il a d'autres souffrances, mais comment je peux parler de lui? Je suis folle. Je parle de mon premier de la classe, que j'ai pas vu depuis 10 ans en plus. Bon. Hugo, si tu m'entends, je parle de toi. Et c'est... On s'emmerde de petite fille. Oui, bah oui, on sait, il le sait, d'ailleurs, il a compris. Merci pour toutes les copines latin. Bon, bref. Je me rappelle un fameux bac blanc de maths où à un moment, je me retrouve avec sa copine devant moi. Tu sais, genre vraiment. Et la prof qui débarque. Bon. Et moi qui fais non, mais tout va bien, enfin, tout est normal. Bref. C'est le premier de la classe, c'est normal. Sa copine. On est en train de bosser, on ne bosse pas là. Bref. Je pense que ça crée ce dont Cédric Villani parle. Je pense que ça crée une sorte de niaque, malgré tout. Tu vois, je pense que dans le moteur, enfin, moi, je pense que l'énergie vitale, le fait d'aller vers l'avant est souvent lié à une certaine souffrance. Tu vois, ce qu'on appelle la niaque, ça vient de quelque part, quand même. Et je pense que moi, en tout cas, le fait d'avoir quand même beaucoup souffert pendant ces années, ça m'a motivée plus que les autres à ce que j'appelais, et ce que j'appelle toujours, tout niquer. Tu vois, ce truc de je vais tout niquer, je vais les niquer en fait. Je vais y arriver par un autre chemin que leur facilité à eux, à aller plus loin qu'eux, mieux qu'eux, et voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu faible, c'est un peu un sentiment de faible, ce que je te raconte. Mais c'est vrai. Non, je crois pas. Au contraire, ce serait un sentiment de faible. Tu resterais justement là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, tu te dis, bah tiens, je vais faire la même chose en dansant, puis en chantant, et puis en assemblant tout un... En fait, il y a un côté moyen partout, en tout cas, où à un moment, tu livres un truc qui est très différent, avec un champ de compétences qui est très large. Un champ de compétences qui est très large. Où tu es un peu moyenne partout. Où j'excelle pas. Mais ce qu'il y a de génial... J'adore commencer cette phrase. Ce qui est absolument génial. Dans ma carrière, dans ce que je suis. Dans ce que je suis, absolument, avant tout. Non, ce qu'il y a de... Quand les gens disent c'est inspirant, qu'est-ce qu'il y a d'inspirant? C'est le travail que j'y mets et le travail dans la joie. Parce que oui, je suis pas la plus grande des danseuses. Oui, je suis pas la plus grande des chanteuses. Je suis certainement pas la plus drôle des humoristes. Et il y a plein d'imperfections dans ce que je fais, mais il y a un truc que je sais bien faire, c'est prendre du plaisir dans ce que je fais. Et ça me permet d'avoir une intensité qui se rapproche d'une sorte d'exactitude, en tout cas, tu vois, qui se rapproche d'un état parfois un peu gracieux ça devient beau, en fait. Il y a plein d'imperfections, il y a plein de trucs, on la voit tenter, essayer, mais bon, ça transpire. J'y vais à fond, je donne tout, en fait. Ça, c'est vrai. Sur scène, je donne tout. De manière générale, dans la vie, je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une sorte de générosité dans ce que je fais, dans mon travail. Alors voilà, je cherche plus à être parfaite. Je cherche plus du tout à être la meilleure. Mais il y a plus de limites dans mon travail. Il y a pas de limite, là, tu vois. C'est là où tu t'inquiètes quand Marie-Sophie te dit qu'il n'y a plus de limites. Moi, je trouve ça hyper inspirant aussi, prendre du plaisir dans ce que tu fais. Moi, je me suis beaucoup fouetté dans la vie, et je me fouette encore un peu de temps en temps, mais j'essaye de le faire avec le sourire. Et c'est vrai que je trouve pas toujours ça facile. Il faut être quand même dans un état d'esprit, il faut avoir les gens aussi. Je veux dire, tu vois, tu peux assez vite te dire, putain, bon, ces cours de danse, il faut que je les fasse, il faut que je progresse, puis y aller, et puis parce que t'as pas la bonne prof de chant ou la bonne, etc. En fait, tu vas te les faire et c'est pénible. Et c'est pas toujours facile de dire, bon, bah, cette semaine, je vais me la faire et je vais en profiter et je vais être dans le bon état d'esprit. Comment tu fais ça? En fait, j'ai pris plusieurs décisions radicales dans ma vie. Des décisions radicales parce que lorsque j'ai décidé de devenir artiste, ou comédienne, je sais pas comment on dit, ça a été pas un choix de devenir artiste, ça a été un choix de liberté totale.
Et pour avoir cette liberté totale, c'est là que j'ai décidé de me libérer de mes carcans, à la fois sociaux, d'un certain déterminisme, voilà. Donc j'ai décidé de me libérer de tout ça. Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui va me libérer de tout ça. Qu'est-ce qui concrètement va me libérer de tout ça. C'est de ne plus jamais être limité par ma peur. C'est-à-dire que si j'ai peur et que ça va m'empêcher de faire quelque chose et que cette chose-là, malgré tout, je pense pouvoir la désirer, la peur ne sera pas une limite. Donc j'irai en ayant peur. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est je ne fais plus les choses pour les faire par rapport à un idéal. Donc ça a été la guerre à l'ego. De ne plus jamais rien faire pour l'ego. Et c'est là-dessus que ça vient sur ce qu'on se dit. C'est qu'il n'y a plus d'idéal de ce que je vais faire. Ce que je dois faire n'est juste motivé que par mon plaisir. C'est-à-dire que tout mon moteur, c'est la joie. Si je n'éprouve plus de plaisir à faire mon spectacle, je l'arrête. Mais il faut savoir pourquoi est-ce que je l'arrête, pourquoi est-ce que je n'ai plus de plaisir à ça. Et donc, il n'y a rien que je fais par contrainte. Voilà. En revanche, il y a beaucoup de contraintes dans la joie. Parce que pour éprouver le plus de joie possible, il faut travailler. Évidemment qu'aujourd'hui, je kiffe quand même 100 fois plus faire mes chansons sur scène en étant confortable que lorsque j'y vais la boule au ventre en me disant comment je vais la chanter cette chanson, sur comment ça va sortir encore une fois de plus. Donc le travail me permet d'être plus joyeuse parce que beaucoup plus libre et le rapport à l'erreur est repoussé. Donc je me dis bon, il y aura une autre erreur et cette erreur me surprendra, etc. Mais ce sera plus cette appréhension-là. Mais est-ce que tu vois ce que je veux dire ou est-ce que j'étais trop abstraite sur ce rapport à la joie en fait, il n'y a plus qu'un moteur dans ma vie, c'est la joie et ça me demande beaucoup de rigueur. Ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça que je fais du sport tous les jours. C'est pour ça que je fais de la danse tous les jours. C'est pour ça que je m'amuse tous les jours d'une certaine manière. C'est pour ça que je me lève tous les matins à 6h du matin pour écrire. Parce que tout ça me procure de la joie. Voilà. Je suis folle, là? Non. Je trouve que c'est assez intéressant de placer la rigueur pour la joie dans la même phrase, en fait. Bien sûr. Et c'est vrai que tu as vécu un drame perso d'une de tes copines proches. En fait, tu peux te dire quand je t'écoute comme ça, bon, elle est, tu vois, elle nage dans un océan bleu, je sais pas. Oui, un truc de, oui, bien sûr. Et en fait, quand tu, je crois vraiment qu'il faut une rigueur pour la joie. C'est-à-dire que c'est facile, pardon pour ceux qui nous écoutent, mais c'est facile de couler. C'est assez facile de couler. Je veux pas dire que c'est facile de pas couler, mais il y a un moment où c'est une forme de léthargie où tu te dis bon. Bien sûr, et comme tu le dis, on pourrait penser que je suis dans un océan d'insouciance et d'enfant gâté qui n'a jamais eu aucun problème. C'est vrai que je pourrais pas dire que j'ai eu des gros problèmes dans ma vie. Il n'empêche que malgré tout ça, je pourrais pas dire que j'étais très heureuse, tu vois ce que je veux dire? J'étais pas très heureuse. Et je sais pas pourquoi, j'étais une jeune fille souvent malheureuse. Et j'ai eu des grands épisodes de fatigue mentale, façon un peu médicale de parler de grandes et de très profondes tristesses que je n'arrivais pas vraiment à comprendre. Et puis le fait d'avoir un peu tout pour moi me mettait dans des moments de culpabilité parce que je me disais mais ça va pas, oui. Parce que oui, je peux apparaître comme une enfant gâtée. Je ne suis pas que ça. Et je supporte pas trop le manque de courage ou de manière générale dans le monde. Donc je m'en voulais beaucoup de me laisser aller à une sorte de mélancolie ou d'excessive fragilité, mais j'arrivais pas non plus à m'en sortir, tu vois. Et donc j'ai eu des moments où ça coulait, comme tu le dis. Et c'est marrant que tu identifies
ça à l'épreuve qu'a vécu mon ami et à la joie, parce que être à ses côtés, aux côtés de Laetitia qui se battait contre la maladie dans une sorte de joie excessive, de joie suprême, de joie totale, jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout. J'ai compris, d'abord par une expérience extérieure, que cette joie-là, elle existe et qu'en effet, on peut la solliciter. Et que la joie n'est pas l'antithèse de la tristesse. Ce n'est pas une façon de déguiser la souffrance, de mettre un pansement rapide sur la douleur et la souffrance qui existe et une sorte de réalité. C'est pas être joyeux, c'est pas une façon légère d'être au monde. Tu peux être joyeux et triste, tu peux être joyeux et souffrir. Et ouais, absolument. Et tu peux être joyeux et sérieux. C'est même une façon très sérieuse d'être au monde. Parce que dans la joie, il y a cette énergie qu'on a en nous, et cette énergie, elle existe quoi qu'il arrive. Et si je l'avais compris plus tôt, de mes moments de grande tristesse qui apparaissent quand même souvent, parce que c'est vrai que j'ai une joie qui déborde tellement fort en moi, que souvent, après, j'ai ces grands moments de tristesse aussi, parce que j'ai eu tellement, par exemple, tu vois, après les 3 casinos de Paris, je peux te dire qu'après, j'en menais pas large. J'avais donné tellement d'énergie, tellement de tout ce que j'étais, qu'à un moment, si tu veux, c'est comme si le monde, j'avais tellement donné que il fallait que je passe par ce moment de vide pour récupérer l'énergie. Enfin, tu vois, c'est un peu... T'as vidé la jauge, quoi. J'avais vidé la jauge. Et ce moment de... Pardon, la jauge était à 0, mais vider la jauge, ça fonctionne pas, vider la jauge, techniquement. Excuse-moi, S'il vous plaît, vous coupez pas. Hein, non. Putain. Et les gens écoutent vraiment cette émission. Non, il n'y a plus personne qui écoute. Là, c'est pour ça, tu vois, à partir de maintenant, on peut dire vraiment n'importe quoi, on peut y aller fort, il n'y a plus personne qui écoute. Il y a juste ma mère et mon père. Et bientôt ma mère. Non, mon père, il se réveillera pas les 2 heures. Joël, François, ta mère, elle s'appelle comment ? Martine. Martine, voilà, Pierre. Et donc, ces moments de tristesse, si tu veux, et je les aborde différemment maintenant. Et surtout, je sais que cette énergie qui est en nous, et on peut la convoquer, on peut la solliciter, on peut appuyer dessus comme un bouton. C'est un bouton quand même à activer par plein de manières différentes. Alors voilà, c'est là où je veux venir. Non, mais comment on les active, mais aussi, pour tout ça, et pour tout ce que tu as fait dans le reste, moi je vais retrouver son nom parce que j'ai adoré cet échange. La semaine dernière, j'ai dîné avec une pianiste, Célomène, je vais retrouver. Et elle m'expliquait, et en fait, je lui disais, il faut absolument que tu fasses... Alors, elle me raconte un truc de ouf. Pardon, on s'en fout, de toute façon, c'est comme ça, c'est ici. Combien gagne une pianiste un peu connue, sur ses albums, en France, grâce aux plateformes, par an? Voilà. Combien? Doigt mouillé. 3000 balles. 300 par an. 300 euros. Par 300 000 euros 300 euros par an. 300 euros, oui, ça m'étonne pas. Sur les plateformes. Bon, après, il y a des trucs comme ça. Mais je dis, bon, alors après, il y a peu de gens qui écoutent du classique piano. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Je lui dis, il faut que tu fasses des contenus. Elle me dit, pourquoi? Tu vois, je lui dis, crée. En fait, ce que tu fais, c'est passionnant. Ça va passionner des gens, ça va être intéressant. Filme un peu, montre-nous. Elle me dit, mais je montre quoi? Je lui dis, demain, tu fais quoi? Je lui dis, demain, je fais 6 heures de piano. Je dis, tu fais quoi pendant 6 heures de piano? Et elle me dit, je sais pas, là, je vais répéter des... Mais quoi? Comment? Tu vois? Et donc, je pousse sur le comment, quoi. Puis à la fin, elle me dit, là, demain, je suis sur une partie d'une partition qui est un peu dure. Et en fait, je vais la faire lentement pendant des heures. Putain, j'adore. Et lentement pendant des heures, mais très lentement. Genre, mais exagérément lentement. Et alors, je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, parce qu'à la fin, je fais des automatismes. Donc, en faisant ça, mes doigts, à la fin, elle fait des gammes, elle fait des... mes doigts, à la fin, en fait, j'ai plus besoin je ne réfléchis plus. Bien sûr. Elle peut penser à autre chose, elle le fait, c'est automatique. Attends, je peux en revenir à moi, parce que j'adore parler de moi. Bien sûr, mais c'est là où je te raconte pas ça pour parler de... Attends, mais quand même, je vais quand même faire une digression avant même que tu me donnes la parole. Tu sais comment j'apprends mes textes? Parce que moi, j'ai un grand...
Mon plus grand plaisir, moi, mon plus grand plaisir à moi, Là, t'as perdu ma mère. En revanche, le moi-je, c'est le trigger qui fait que... Waouh. Et le toi-tu. Si je reviens sur un toi-tu, ça va? Ouais, Comment elle s'appelle déjà ta mère? Joël. Joël, votre fils, c'est incroyable. C'est bon, tu l'as regagné. Maman. Joël, mais vous avez un fils, mais il a toujours été brillant comme ça? Il vous ressemble? Bien sûr. Bon, moi, Alors, moi, ce que j'adore faire, mon plus grand plaisir dans la vie, c'est d'apprendre des poèmes. Ok. Et donc, tous mes textes, quels qu'ils soient, c'est... Il a dit... j'ai failli dire, là, t'as trigger mon père. Mais bon, ils sont ensemble dans la voiture, là, en ce moment. Vas-y. Et donc, j'apprends des poèmes. Et alors, comment je les apprends? Ainsi toujours pousser, ainsi toujours pousser vers, ainsi toujours pousser vers, ainsi toujours vers de nouveau rivage, ainsi, sans essayer de comprendre, tu vois. Je l'apprends comme ça, mais c'est-à-dire que même sans l'avoir lu au début. Ainsi toujours pousser vers de nouveaux rivages, ainsi toujours pousser vers de nouveaux rivages. Comme ça, comme elle fait avec sa main. Et après, à un moment, j'ai même pas essayé de réfléchir au texte, et tout d'un coup, et ça, c'est une expérience de lâcher prise par la rigueur. C'est ça que je voulais te dire. C'est que... J'adore. T'as vu? Mais j'adore. Mais alors, donc, moi, il avait un truc. Je vais prendre... mais bien sûr qu'il avait un truc. Je prends, je sais pas... Voilà, j'étais en train de faire Lamartine parce que je suis en train de l'apprendre en ce moment. Lamartine, le lac. Ainsi toujours poussé, ainsi toujours, ainsi... Et je ne connais pas le dernier mot, je ne sais pas ce qui se passe au milieu. Là, j'ai juste appris les 5 premières strophes. Et ça fait ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages. Dans la nuit éternelle, emporter, et dans la nuit éternelle, c'est ça, emporter sans retour, ne pourrons-nous. Alors pourquoi il y a un nous, je ne sais même pas pourquoi. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour. Et là, je me dis l'ancre, ah oui, il parle d'un truc et tout, mais je sais même pas. Et tout d'un coup, après, le poème va me dépasser comme ça, sans que je cherche à le comprendre. Et c'est le bonheur absolu de l'absence de raison et de l'art. Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emportés sans retour, ne pourrons-nous jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour, au lac. J'adore. Et donc, tu le travailles comme un texte. Là, j'ai pris vraiment, je sais pas pourquoi j'ai mis poème Verlaine, boum. Et puis alors, il il m'a proposé à celle qu'on dit froide. Donc, tu vas commencer par... À celle. Alors ça, c'est le titre, et puis tu vas voir, tu n'es pas la plus amoureuse. Alors ça veut dire, là, tu vois, à celle qu'on dit froide. Tu n'es pas la plus amoureuse. Donc là, je lis la phrase, je la dis quand même, parce que tu la vois directement. Tu n'es pas, tu n'es la plus. Tu n'es pas la plus amoureuse. La plus amoureuse, tu n'es pas la plus amoureuse. Sans chercher à comprendre surtout, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le plus important. C'est pas mettre encore d'image. Imprime dans ton cerveau. Tu imprimes, moi j'imprime d'abord. Je sais pas si c'est une méthode. Non, Moi c'est un truc qui me met dans un état de dingue. Et il y a un moment où, en revanche, tu comprends tout, d'un coup, blam, ça devient la gueule. Mais c'est même pas que je le comprends, c'est que je ne suis pas dans un rapport de logique, c'est pas du logos. C'est un rapport juste émotionnel au texte. Et j'avais vécu cette expérience de ouf, parce que j'étais au cours Florent, parce que j'ai fait le cours Florent juste après avoir fait Sciences Po, qui avait vraiment fait plaisir à toute la famille. Donc j'arrive au cours Florent, et évidemment, je faisais encore plein d'études différentes pour faire toujours un peu plaisir à la famille. Donc j'étais au cours Florent, mais en même temps, je continuais un peu de préparer les nains en scred. Au cas où. Et donc à un moment, ils nous disent carte blanche. Vous avez carte blanche pour une épreuve. Donc là, inventez tout, faites une mise en scène de malade. Les mecs bossent dessus sur 3 mois. J'ai pas le temps. J'ai clairement pas le temps de faire ça. Et donc je me dis bon, je vais apprendre un poème et je vais le balancer de façon la plus pure possible. Et donc j'apprends le bateau ivre. Le bateau ivre, un truc incompréhensible. Et donc je l'apprends comme ça, hyper à la bourre. Le seul temps qui me reste, c'est d'apprendre le truc par cœur sans chercher à comprendre. Okay, mais le seul truc qu'il faut, c'est il faut que je le connaisse à l'endroit, à l'envers, tu vois, qu'il n'y ait pas de... Il faut que je le connaisse totalement. C'est ma seule chance de m'en sortir dans cette épreuve. Mais bon, tant pis, il n'y aura pas d'interprétation, il n'y aura rien. Et au premier mot que je lâche,
Ah putain, je me rappellerai toute ma vie. C'est un des plus grands moments sur scène, alors qu'il y avait 10 pecnos que je reverrai plus jamais de ma vie et un vieux prof d'éco Florent qui... Voilà, on s'en fout, quoi. Et je pense que c'est un des moments sur scène les plus fous de ma vie. Donc j'arrive juste avec le texte en bouche, que je n'ai absolument pas compris. Et là, tout à coup, je récite le texte. Le texte est beaucoup plus fort que moi, beaucoup plus grand que moi. Et il y a une sorte de souffle qui se crée et je les vois tous totalement en apnée avec moi. Non mais c'était un moment de malade. En fait, t'as vécu et découvert ce truc en même temps qu'eux, en fait. Plus que ça, le truc, je passais par toutes les émotions d'un texte imbitable qui ne veut rien dire et qui veut tout dire et qui dit tout, etc. Et à la fin, je suis comme ça, je m'arrête et là, je m'effondre en larmes comme une gosse de 5 ans qui a perdu sa mère au supermarché. Et je ne pouvais plus m'arrêter d'un truc fou. Et ça, je me suis dit, quand je pense que j'ai voulu faire de la politique, alors que je peux vivre des moments pareils, juste devant 10 personnes en ayant juste appris un texte comme une débile, sans chercher à le comprendre, alors que toute ma vie, j'ai cherché à comprendre les choses, cherché à être la plus intelligente, à dire des choses pertinentes, à avoir raison sur un sujet, à débattre avec des trucs, pour des raisons qui m'échappaient. Alors que là, je viens de vivre le moment le plus vrai de ma vie. Je me suis dit, jamais de la vie, je retournerai dans ce vieux monde qui n'est pas l'art. Voilà. Elle était belle, ce moi-jeu. Alors, raconte-moi ta pianiste. Alors déjà, non, mais je vais revenir. Elle s'appelle Célimène Daudet et je l'embrasse. Je sais pas si elle nous écoute. Elle est pianiste franco-haïtienne et elle m'a donné envie de la voir. Suivez-la partout, Célimène Daudet, D-A-U-D-E-T. Alors moi, pour le coup, j'écoute beaucoup de musique classique, donc je peux te dire que... Et ben, je te la présenterai. Et non, en fait, c'était juste l'intro que je voulais faire. C'est exactement ça, ce que je voulais proposer chez toi, c'est dire en fait, je vois ça et je veux comprendre comment toi tu bosses. Joël, votre fils est formidable. En fait, je me pose des questions sur tout le reste, mais avant de revenir sur ce comment et toutes les choses que tu as appris depuis quelque temps, les émotions, tu les as jamais gardées, tu as toujours été comme ça, tu sais, parce que on a l'impression que tu peux partir dans la joie, dans la tristesse, comme ça. Est-ce que tu les appelles? Est-ce que tu les laisses venir? Est-ce que quand tu vois en fait, ce qui m'a frappé dans tout ce que tu as raconté tout de suite, c'est quand tu as dit ça n'a pas plu à mes parents ou à tout le monde quand j'ai fait le cours Florent. Il y a un moment, tu as envie de dire hey, juste les gars, ou alors tu l'as caché avant, mais ça semble évident quand même. Tu vois, il y a un truc. Ah ouais? Non, ça, je te veux dire que ça semblait pas du tout évident. Non, quand je te dis avant de commencer un premier cours de théâtre, jamais personne s'est dit non mais Marie, c'est une actrice née. Enfin, ou jamais personne m'a dit Marie, fais l'artiste. Pas du tout. J'avais pas quelque chose d'artistique en moi. Tu faisais pas la maline aux fêtes de famille Si tu veux, j'avais un personnage en moi provoque, qui se mettait en scène, mais comme on voit parfois les personnes qui aiment briller, tu vois, en société, je dirais. Mais ces gens-là, on se dit pas, c'est une actrice née. Tu vois. Ça aurait pu être Ségolène Royal, en fait, en l'occurrence. Voilà. Tu vois, un peu ce genre de truc qui arrive avec du bagou, qui dit leur truc, qui met un peu les gens mal à l'aise, dans un truc assez mégalo et narcissique. Ça, oui. Ça, je l'étais. Je le suis d'ailleurs toujours. Mais, Tu faisais ça jeune? Ouais. Avec des adultes? Ouais. Ouais, c'était gênant. C'était gênant. C'est vrai que c'est toujours chelou de voir cette gamine de, tu vois, tu la de reconnais, 15 tu ans, la connais celle-là. de 15 ans qui te balance un petit truc, tu la regardes, tu fais « Elle m'a vraiment dit ça, là ?» Mal élevé, espèce de mal élevé, va. Je dis gamine, gamin, hein, le mec, pareil. Oui, bien sûr. Lui, j'aurais voulu lui mettre une claque. Peut-être plus un mec qu'à une fille, en fait. Ouais. Peut-être à claque, tu vois. Ouais, tu dis, ah, quelle petite mal élevée. Non, parce que si, je le faisais avec talent. Étant une femme assez géniale, je le faisais avec talent, donc j'ai toujours réussi à enrober les choses. Bon, on s'en fout tout ça. C'est pas ça ce que je voulais te dire. Ce que je voulais te dire, c'est que avant, les émotions, pour moi, c'était quelque chose que j'avais l'impression qui m'handicapait beaucoup. Il y avait notamment ces épisodes de tristesse qui me faisaient peur, qui faisaient peur à tout le monde. J'avais cette capacité à ressentir la douleur pour des choses
Tu vois, c'était dramatique, quoi. Je ressentais... j'avais bossé comme une malade sur un contrôle de maths. J'avais 13. Le monde s'effondrait, tu vois. Mais je pouvais pas le montrer, je pouvais pas le dire. Mais pourtant, je l'éprouvais. Et donc, j'étais dans ce moment de gêne, oui, là, je vais chialer en cours sûrement. Pourtant, je fais ma grande gueule. Pourtant, j'ai les avertissements conduite, etc. Mais là, je vais chialer. Il faut que je retienne mes larmes. Je retenais tout. Il faut qu'on retienne ses larmes. Je me pose la question, c'est très sincère. Moi, je me disais ça, bien sûr. Tu sais, par moment, à mes enfants, je vais leur dire, non mais, en fait, ça c'est pas grave, retiens tes larmes. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Non mais sur un 13-1, ouais. C'est trop bon de pleurer. C'est trop bon de pleurer. En fait, j'ai compris quelque chose de fou. Avec l'expérience du théâtre. C'est qu'en réalité, l'émotion, quelle qu'elle soit en fait, que ce soit... c'est une source d'énergie tellement importante qui participe tellement de la vie et donc de la seule chose qui existe dans le monde, après tout, qui est la vie, quoi, qui est ce truc qui vit en nous, qu'en fait, quels que soient les moyens d'expression, il faut les laisser s'exprimer. Il faut pas s'empêcher de souffrir pour des choses dingues et parfois de pas souffrir pour des choses qui auraient dû être vraiment beaucoup plus difficiles. C'est pas grave, en fait. La seule chose, c'est que ça, c'est un pouvoir fou. Et donc maintenant, oui, une journée sans rire et sans pleurs, j'ai l'impression d'avoir moins vécu qu'autre chose. D'ailleurs, je ne peux écrire véritablement que dans un état qui m'émeut. Sinon, je suis stérile. C'est quelque chose de très plat en moi. Quand j'écris, pour arriver à cette phrase vraie, ce que j'appelle la phrase vraie, c'est celle c'est le premier truc qui dit, voilà, bon, là, j'ai la vérité de ce que je ressens. Et ben, je suis dans un état où tout en moi tremble et j'ai les larmes aux yeux et ça peut être rien. Tu vois, par exemple, là, juste après toi, je fonce en studio. C'est pour ça que il faut pas que je tarde. Je fonce en studio et donc j'ai écrit plusieurs chansons et tu vois, ça peut être rien. La phrase vraie, là, par exemple, ma première phrase vraie, c'était l'appartement était vide. Mais cette phrase, elle m'a coûté en larmes alors que phrase est somme toute banale. Quand elle est arrivée, c'était l'appartement était vide. Mon Dieu. C'est vrai, quoi, l'appartement était vide. Et maintenant, je ne peux écrire que là comme ça. Et c'est un travail. C'est un travail de faire face à sa souffrance en permanence, de faire face à ses limites, de faire face à une sorte de vérité en nous qui est difficile d'accès et qui est accessible que par une sorte d'émotion très primitive et très peu théorisée. La haine, la colère. Tout. C'est des émotions que tu accueilles, que tu gères, que tu... Mais du coup, il y a moins de haine et moins de colère. Il y a moins de haine et de colère parce que ça, ce sont des émotions faciles. Non, je te parle d'autres choses. Je sais pas quels sont les mots. J'ai l'impression que finalement, il n'en prédomine plus qu'une et qu'il y a plein de formes différentes, mais j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'une qui est l'amour. Et c'est pour ça le plaisir, que je disais le plaisir aux choses, qu'on prend à faire les choses, la joie, tout ça, ce ne sont que comme s'il n'y avait qu'une seule véritable émotion qui est l'amour. Et autour de ça, il y en a plein des différentes, mais quand on a accès à cet amour en nous qui se matérialise par une jouissance aux choses, etc., par un plaisir, par une joie, par une très grande douleur aussi, la douleur du désamour, de la perte.
et ben à ce moment-là, on a une énergie qui nous permet de tout accomplir et de tout oser et d'avoir du culot et de pas avoir et de s'en foutre en fait de comment on nous regarde et de s'en foutre de savoir si on a bien fait ou mal fait les choses parce qu'il y avait l'amour derrière. Voilà. L'appartement était vide, que la phrase soit belle ou moche ou que la chanson soit bien ou pas bien ou que les gens l'aiment ou l'aiment pas. L'appartement était vide, il y a tout mon amour dedans. Tu vois? Je vais me reboucher. D'où tu sors tout ça, Marie? D'où ça? Toute cette morve. M'en parle pas. On parle pas. L'avant-après bisexuel de Marie Saint-Filtre. C'est ce podcast. Contrairement à Emmanuel Macron, qui a beaucoup regagné. T'es né dans quoi? Tes parents, ils faisaient quoi? Comment on arrive à un produit comme Marie Saint-Filtre? Une génétique compliquée. Soupçonneuse. Ma mère est un personnage. Et mon père est un personnage. Et c'est compliqué. Ce sont des gens compliqués. C'est dur. Tu veux vraiment qu'on parle de tout ça? Comme tu veux. C'est peut-être toi, hein, c'est peut-être toi qui t'es formée toute seule aussi. Non, on m'a entraînée malgré tout à... Tout ce que tu... Pardon, mais si je pose cette question, c'est que tout ce que tu viens de me livrer sur l'appartement était vide ou est vide? L'appartement était vide. Était vide. Je veux dire, c'est beau, on sent tout ça, mais je veux dire, pour livrer tout ça comme ça, là, ça vient de l'espace, quoi. Et je trouve que tu viens de l'espace sur plein de choses. C'est tellement, il y a plein de toute cette beauté, mais tu dis, tu vois, et puis après me sortir, je vais me moucher. J'ai envie de me pendre, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que... En fait, j'ai cette obsession qui naît évidemment d'une angoisse parce que tout part d'une angoisse malgré tout. Et moi, j'ai cette angoisse très, très, très forte de ne pas assez vivre, en fait. J'aime trop la vie. C'est la première chose que je t'ai dit. J'aime trop la vie et j'ai toujours peur de pas assez vivre. Et donc, tout ce qui pourrait m'empêcher de pas la vivre comme de la façon la plus illimitée possible, je vais essayer de m'en séparer. Donc, c'est pour ça que je te disais, je fais une guerre à l'ego. Je veux pas que mon ego, qu'une version, une vision qui n'existe pas de moi-même, une vision idéalisée, ou que les autres projetteraient de moi, viendrait m'empêcher de ressentir les choses ou de vivre des expériences. Quand on dit ça, on a l'impression que je suis une grosse droguée. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Je veux pas être empêchée, en fait. Donc, j'essaie, en moi, de voir ce qu'il y a, finalement, de plus extensible. Et c'est une expérience, et c'est dur. C'est une grande exigence. J'allais venir parce que finalement, l'angoisse ou le truc vient d'une peur de pas assez vivre. Mais on peut pas lutter contre. Je veux dire, t'auras beau faire tout. Je vais mourir. T'auras beau faire tout, tu n'auras pas vécu assez. Je n'aurais pas vécu assez. Et c'est même pas assez parce que tu vois, vivre, par exemple, moi, les moments les plus savoureux, ça peut être des moments où j'écris pendant 6 heures chez moi, en pyjama, sans m'être brossé les dents, dans un état dégueulasse. Enfin, je veux dire, vivre, c'est pas pour autant être dans un truc frénétique de... Ça l'est aussi souvent. Mais tu vois, ce n'est pas que ce rapport aux choses-là. C'est une notion très spéciale et qui s'appréhende sous plein d'aspects différents. Mais comment t'expliquer j'ai peur, quoi. J'ai peur de passer à côté de moi et de ma vie. Et c'est une exigence
très dur. Et j'ai tellement de choses encore à faire, à apprendre là-dessus. Tu vois, là, je te parle, je suis quand même encore stressée. Même si toi, tu trouves ça génial, le moment où je me mouche, les trucs et les machins, c'est quand même aussi plein de choses que j'invente parce que j'ai un peu honte de ce que je viens de dire avant et de me dire, est-ce que finalement, on peut se prendre au sérieux et dire des choses aussi cons? Ou est-ce que je suis profonde ou est-ce que je suis pas profonde et comment est-ce que ça va être reçu? Évidemment que j'ai plein de choses à apprendre encore et qu'il y a plein de relents sur moi qui réapparaissent et qui... Des relents tout court. des relents tout court, comme tu l'as pu le voir. Et des choses qui tombent et qui remontent et qui crachent. Et qui... et encore... Et j'ai un casque sur mon chapeau depuis 2 heures. Et là, je suis en train de rater ma séance. Non, on va y aller. Je vais te laisser aller au studio bientôt. Je voudrais juste, tu vois, t'as peur de passer à côté. En fait, on a tous un peu cette peur. C'est sûr. Sauf que toi, tu mets en action quand même beaucoup de choses. Pour au moins essayer d'en vivre un maximum. J'aimerais juste que tu m'expliques quelques journées, parce qu'elles sont, j'imagine, très différentes. Mais tout à l'heure, quand tu m'as dit ça fait 2 ans que j'ai pas pris de vacances, je me suis dit, ouais, bon, ça va. On la connaît, cette phrase. Non, mais tu vois, elle écrit toute la journée en pyjama, tu vois. Oui, bien sûr. Non, mais en fait... Ma non, vie. Oh, attends. Pardon. Je sais aussi, moi, je suis pas en train de dénoncer ça. Hein. Je veux dire, c'est autre chose, t'appelles d'autres choses. Et tout ça, donc je ne dénonce surtout pas ça. Je dis juste qu'on peut se dire ça. Moi, je veux comprendre ce que c'est que cette rigueur autour de tout ça. Comment, je sais pas, quand tu prépares ton spectacle, est-ce que tu te mets quand même des horaires, des choses, parce que tu as des horaires, des cours de chant, il y a des moments où il faut que tu écrives des choses, il y a des choses qu'il faut que tu retravailles. Comment je veux juste pour ceux qui veulent pas forcément même avoir une vie d'artiste, hein, je veux dire, comment tu vas chercher ton bonheur? Absolument. Alors déjà, je reviens juste sur un truc sur la notion de travail. À partir du moment où quand je travaillais dans les cabinets ministériels, etc., j'avais le sentiment de travailler que lorsque j'apprenais des poèmes. Ok. Je peux dire par là que ce que j'appelle travail pour moi, c'est uniquement ce qui me plaît. Voilà. Et donc, ce qui me plaît, malgré tout. Et donc, oui, c'est pour ça que quand je te dis j'ai pas pris de vacances. Personne qui a cette chance, tu vois. C'est uniquement ce qui lui plaît, tu vois. C'est vrai ou pas? C'est vrai. C'est moi qui décide. Pantin. Bon, vas-y. Marionnette. Guignolo. Bon, alors je te dis vite. En gros, bon, je te finis juste rapidement. Donc, j'allais le matin à 8h, etc. Mais ce que j'appelle travail, c'est cette création que j'ai en moi. Une journée où je vais enchaîner, par exemple, là, ce que je fais là avec toi, c'est pas du travail pour moi. Ça participe pas de mon travail. Mon seul travail, c'est si à un moment j'ai 10 minutes et que j'écris une phrase, ou que j'ai un concept de film ou de vidéo, là, j'aurais travaillé dans ma journée. Quand je te dis que j'ai pris des vacances, parce que pendant une semaine, je n'ai rien créé. Voilà. Mais j'ai quand même fait des posts, j'ai fait des trucs, tu vois, mais c'est pas mon travail. C'est pas ça mon travail. Voilà, c'était juste pour ça que je voulais te dire. C'était bizarre. Tes posts, c'est pas du travail. C'est de la parce création. Que moi, j'appelle du travail. C'est du travail, mais c'est pas ce que j'appelle du travail. Comment on crée? Comment tu crées? Comment je crée? Comment j'appelle ma créativité? Je me réveille le matin et j'appuie sur tous les boutons pour aller chercher cette vérité en moi. Et donc, ça passe par le sport. Ça passe par le sport parce que quand je cours, j'ai un état de lâcher prise où il y a des choses qui vont apparaître en moi et il y a des mots qui vont apparaître et ça va donner la direction à ma journée de création, en tout cas, ma direction créative. Tu l'arrêtes, tu t'arrêtes, tu les notes ou tu les gardes? Je les note, oui, bien sûr, je les note, j'en fais une note vocale, j'ai 20 000 trucs, 20 000 moyens de ta, et après ça me lance dans ma journée. Alors évidemment, j'ai une journée qui est hyper rigoureuse parce que je me réveille le matin, souvent je commence par écrire, avec après une 15aine de cafés. C'est-à-dire que tu te lèves, t'écris. Je me lève, j'écris. Sur mon tel ou sur maintenant, j'ai un iPad parce que j'ai perdu mon ordinateur. J'ai un iPad, c'est super pratique. Et donc, je me lève, boum, et j'essaie d'avoir le moins de temps possible entre
mon état de sommeil et le moment où j'écris. Il y a ce truc-là de jonction où je sors du sommeil et et là, moins j'ai dormi et plus ça va vite parce qu'en fait, je suis dans un état de nerfs qui fait que je cherche. Et donc, comment ça se passe la création d'un texte? Le premier passage, la journée où je commence le texte, je vais écrire je vais rien à écrire. J'arrive à avoir 2-3 mots, j'ai les concepts, mais j'ai 2-3 mots et rien ne me va. Rien ne va, j'ai pas la phrase vraie. Et le lendemain, boum, je suis une machine et là, tout défile. Et ces choses que tu écris, ces idées, tu sais pas où elles vont. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont aller parfois sur une sorte de mini-film que tu vas faire pour Instagram, parfois sur un gros projet que tu vas lancer sur YouTube, Exactement. et parfois dans un spectacle. C'est pas, tu n'appelles pas une case en te disant là, il faut que je travaille mon spectacle. Ça dépend. Mais souvent, c'est plus comme tu le dis. Et c'est ce moteur-là, et en tout cas, c'est ça que je trouve de plus pur en moi, enfin, c'est ça qui va ensuite créer les œuvres. C'est-à-dire, c'est parce que je me suis laissé cette liberté du matin de me dire je ne sais pas vers où je vais aller que en fait mon spectacle va changer vers la bonne direction. Ou alors que tout à coup je me dis ok, il faut absolument que je fasse un film qui va raconter ça et là etc. Parce que si je le fais comme un devoir de là il faut que j'écrive là-dessus, je perds cette liberté là et donc mon œuvre va plus correspondre à un devoir ou une tâche qu'à ce que j'appelle le vrai travail de l'artiste qu'on est tous, hein, c'est pas ça que je dis, c'est-à-dire de me dire je dois faire ce que je dois faire au moment où je dois le faire uniquement. Et donc c'est ce travail de l'instinct, des tripes. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc là je convoque ça et après une fois que j'ai fait ces 4-5 heures de dinguerie, là j'enchaîne j'ai rendez-vous là je dois faire ce truc, là je dois faire ce truc, là je vais à ce cours de danse, dans un truc beaucoup plus rigoureux où j'appelle beaucoup moins T'enchaînes. J'enchaîne comme quelqu'un qui fait ses devoirs et qui fait ce qu'il a à faire pour évoluer sans trop se poser de questions. Tu dors beaucoup? Moins qu'avant. J'ai moins de plaisir à dormir qu'avant. Dernière question sur les vidéos. On a commencé un peu là-dessus. Je te disais que quand je t'ai vu, j'ai eu l'impression de retrouver une vieille copine. Quand je te vois dans ces défilés du FN ou avec ta cape, avec ton drapeau de la Manif pour tous à la Gay Pride, en fait, t'arrives, tu vas voir les gens et tu leur parles comme à des potes, dans des situations un peu ubuesques. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que toi, c'est vertigineux ou t'y arrives, t'es un personnage? Est-ce que t'as du trac? Ouais, j'ai grave du trac. Ouais, c'est dur. Maladroite. Non, j'y vais comme on entre sur scène, quoi. C'est let's go. Il y a toujours ce moment de saut, quoi. Vous êtes tous les deux, il y a Maxime généralement. Maxime qui dit go. Qui dit go, il te filme. Et il y a Maxime qui me dit go, qui me filme. Et là, tu vois, là, je vois encore l'importance de la joie. C'est-à-dire que si j'y vais en traînant la patte, on est foutu. Il faut que ce soit toujours un élan. Mais tout n'est qu'un élan, tu vois. Même quand je monte sur scène, boum, j'y vais avec une sorte de vitesse en moi. Là, allez, on décide de sauter, on va dire n'importe quoi, tac, boum, j'y vais comme un élan. Vous avez une sorte de préparation avant, un truc comme un boxeur, un machin, ou tu juste... T'as ta tête qui mentalise le truc, qui visualise un peu ce que tu vas faire. Donc déjà, il faut un petit peu en rire. Faut imaginer que c'est déjà c'est déjà drôle, parce que si t'y vas en disant que c'est sérieux, t'es foutu. Donc c'est drôle, que même si tu échoues, ça va être drôle, que tout ne peut être que drôle. Ça, c'est déjà la première chose, qui est évidemment une façon de fuir le sujet, mais qui permet aussi de sortir de ce sérieux des choses, etc. Donc quoi qu'il arrive, qu'on se casse la gueule ou qu'on se casse pas la gueule, il va se passer quelque chose d'imprévu et ce sera drôle. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, je visualise un peu ce qui va se passer, donc je me le mentalise, donc je le kiffe déjà. Je fais le match un peu à l'avance. Et à partir du moment où je décide d'y aller, là, je bloque totalement mon cerveau, j'arrête de réfléchir et je fonce dans un élan de joie. Il y a eu beaucoup de vidéos qui n'ont pas pu aboutir parce que j'étais sérieuse. Parce que j'avais pas cette joie. Mais juste parce que c'est un truc en moi interne, tu vois. Il y a des spectacles qui sont pourris parce que j'ai pas réussi à allumer la flamme. Mais quand je dis pourri, c'est une catastrophe. Et ça, c'est des trucs que tu ressens toi, les gens l'ont ressenti? Les gens le ressentent. Je le revois très bien, très vite. C'est-à-dire que le spectacle reste pas mal.
parce que voilà, c'est à peu près écrit, etc. Mais t'as rien, quoi. Enfin, et je le sais parce que il y a la seule fois où je regarde mes commentaires ou ce qu'on m'envoie, c'est quand je sors d'un spectacle. Sinon, je regarde jamais. D'ailleurs, désolé pour tous les gens qui m'envoient des superbes messages en dehors des spectacles. Si vous voulez m'envoyer un message, faites-le juste après un spectacle. Parce que c'est le seul moment où je regarde. Je regarde parce que moi, parfois, j'ai vécu des choses tellement énormes sur scène que je me dis, est-ce que j'ai été seule dans mon trip ou est-ce qu'on a tous ressenti un truc de fou, tu vois? Et donc, je vais vite sur Insta et je regarde dans les MP et là, je me rends compte qu'en effet, on a tous ressenti un truc de fou, tu vois? Tatati tatata. Et quand j'ai été mauvaise parce que j'ai pas eu la flamme, parce que j'ai pas eu la joie, parce que j'ai pas eu l'élan, parce que il y a un truc en moi que j'ai pas réussi à faire vivre, je me dis, bon, on va voir si ça a créé ce spectacle qui est quand même à peu près le même à chaque fois, qui est toujours la même écriture en tout cas, si ça a créé quelque chose chez les gens. Et là, 0 message. Pas des messages de c'était pourri, tu vois, mais je sais que ça n'a pas créé le truc. Quoi. J'ai pas allumé la flamme, j'ai pas... Et ça veut tout dire du monde en général. C'est-à-dire que si on aborde les choses avec appréhension, avec... quel que soit son rendez-vous, quel que soit son objectif, quel que soit son cours de sport, quelle que soit la façon dont on va faire du shopping, quel que soit le dîner avec un pote, tout. Il faut avoir cette rigueur d'allumer la flamme parce que l'énergie qui va sortir de là va tout créer. On crée le monde. Et je le vois bien. Il suffit d'aller convoquer ce truc-là. Et pourtant, il y a des soirs où je suis très triste. Il y a des soirs où j'ai plus envie de rien. Il y a des soirs où je suis épuisée. Si je ne viens pas avec une rigueur de chienne pour aller susciter en moi ce désir, cette envie, ce goût de la vie, à des moments où parfois c'est très difficile, eh ben, il y a une salle de 3000 personnes, soit je vais leur donner, soit je vais rien leur donner. Et tout va changer pour eux ou rien ne va changer pour eux. Tout va changer pour eux, je vais pas dire que je vais transformer leur vie, mais déjà il y a certaines personnes pour qui je vais pouvoir transformer leur vie, ce qui est quand même un truc déjà dingue. Et en plus de ça, je vais peut-être transformer une soirée. Et ça ne dépend que de moi. Donc il faut s'imaginer à l'échelle du monde. C'est-à-dire que si ce dîner entre potes, au lieu de se dire « Ah non, j'ai la flemme, ce soir j'avais envie de me faire un Netflix and chill », on se dit juste « Non, ce dîner-là, je vais tout donner. Je vais tout donner à mes amis. Je vais tout leur donner. Je vais leur donner la joie, je vais leur donner l'amour, je vais leur donner la sécurité dont ils manquent. Je vais leur donner la lumière et je suis obligée de le faire. Alors que j'ai la flemme, la soirée prend une tournure de dingo. Si ce rendez-vous, ce date avec ce mec, bon bah au lieu de se dire je vais mettre ce jean, ce t-shirt blanc, non. Ce mec-là, vous savez ce que je vais lui donner ? Je vais lui donner un brushing, je vais lui donner des petits tétons apparents, et cet inconnu-là, je vais même lui donner des talons, ok ? Et je vais pas faire ça que pour lui, je vais faire ça pour nous, et je vais faire ça pour les gens autour. Pour les caméras. Et pour les caméras qui existent dans ce monde. Et ce meeting, non, je vais pas y aller en me disant qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Je vais me dire de quoi eux, ils ont besoin dans ce meeting, de qu'est-ce le truc. Et là, je vais leur donner ça, je vais leur donner ça, je vais leur donner ça. Et je suis obligée de le faire. Je suis obligée de le faire pas pour la boîte, pas pour moi, pas pour eux, mais parce que là, il peut découler des trucs de cette réunion qui nous échappent. Voilà. Moi, je trouve ça extra de vivre la vie comme ça et c'est très inspirant. Et j'essaye et je veux absolument les vivre comme ça. En revanche, est-ce que c'est un personnage ? Est-ce que tu peux le vivre quand tu vas voir tes parents ? Bien Est-ce sûr. que tu peux le vivre quand tu vois Maxime au quotidien ? Bien sûr. Tes potes, ou est-ce qu'il y a aussi des moments où t'es juste... Bien sûr. Ça veut pas dire être dans un rapport faux. Au contraire. C'est très au contraire, parce que souvent on a cette dispute avec Max. Parce que lui... Non, je voudrais pas, parce que il a une délicatesse en lui, Max, et une sensibilité qui fait que là, si je parle rapidement de lui, je pourrais être à même de le désavouer, mais souvent, je lui en veux parce que il va
Et je voudrais pas du tout tomber là-dessus, c'est ce que je voulais dire. Je désavoue absolument pas Max, qui est la personne que j'aime le plus au monde sur cette terre. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est que parfois, je vais lui en vouloir parce qu'il va tirer un peu la gueule. Il le sait. Et il le sait, c'est son personnage, c'est pour ça que je l'aime. J'adore, parce que cette façon qu'il a tiré la gueule me crée une joie infinie. Ça me fait énormément rire, parce que déjà, me rappelle énormément mon père quand il est comme ça, et j'arrive pas à le prendre au sérieux. Mais il y a des moments où moi, je suis fatiguée. Et je me dis, non, si on est les deux à tirer la gueule, ça va pas. Et donc, je lui dis, il faut qu'on appuie sur le bouton de la joie, parce que sinon, il va rien se passer. Déjà, je lui ai interdit de bailler dans ma loge. Ça, c'est énorme. Interdiction de bâillement. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Tu sors tout de suite. Tu es fou. Donc, interdiction de bailler dans la loge. Toi, t'as pas le droit de bailler non plus. Ah ouais, non, mais personne ne baille dans ma loge. Et personne ne s'assoit d'ailleurs. C'est une loge où on est debout, au taquet. C'est vrai qu'il n'y a pas de siège. Ah non. Ouais. Ah non, parce que si on s'assoit, c'est terminé. On était peut-être pas dans ta loge, on était dans ton petit salon, je sais plus quand on est venu après le spectacle. T'étais dans un petit salon. Oui. Ok. Bon voilà. Est-ce que je peux aller Oui, je te travailler laisse. ou, J'ai deux dernières questions. Un livre, t'aurais un livre. S'il y a un livre qu'il faut que tout le monde lise, un seul, le seul que tu devrais, si tu pouvais Je donner. rigole, c'est tout ce que j'aime le plus au monde. T'as l'occasion, je te donne l'opportunité d'offrir un livre au monde entier, mais t'en as qu'un seul. Qu'il faut que tout le monde ait lu. Que tout le monde ait lu. Mon livre préf. Je sais pas. J'ai trop. Bon, alors aussi... Le premier qui t'est venu, là. Bah ouais, alors les fleurs du mal. Ok. Youpi. Très chiant, hein, mais franchement, oui. J'ai comme projet d'apprendre toutes les fleurs du mal. Courage. Courage. Ainsi poussé vers tout le monde. Évidemment. La dernière. Si t'avais l'occasion de rencontrer Marie... Moi, je. Je sais pas, à la sortie du bac. Sortie du bac. Cagny. Et que tu pouvais lui glisser chérie. lui glisser un petit truc derrière l'oreille à Ah toi-même. non, ça me fait Qu'est-ce chialer. que tu te dirais? Je lui dirais... T'es pas au bout de tes surprises. Et... Arrête de te faire du mal. Voilà. T'as arrêté de te faire du mal? Ouais. Tu vois, tu me fous les larmes aux yeux, t'es insupportable. On a pleuré, on a ri, on s'est mouché. Espèce de On a fillette, fait- va. Voilà. Allez, je me remouche. On finit évidemment sur un bon élan de mort. Voilà. Et, suivez Marie Saint-Filtre un peu partout. Allez voir son spectacle. Allez juste voir son spectacle. À la limite, le reste, on s'en fout. Et puis après, vous aurez envie de la Restez suivre. jusqu'au bout. Restez Ça fait mal, jusqu'au mais- bout. Ça fait pas si mal que ça. Et c'est vrai que vous allez découvrir un personnage extra. C'est assez marrant parce qu'on n'est pas venu là-dessus, mais en préparant cet épisode, on en a parlé un peu autour de nous. Et on sent qu'il y a des gens que t'agacent aussi un peu Bien petit sûr. à petit. Et en fait, il y a un moment, j'ai envie de leur dire, d'ailleurs, on leur a dit à tous, mais va voir son spectacle. On va mettre tout le monde d'accord. Et après, dis-moi ce que t'en penses. Et je pense qu'on peut pas te comprendre. On peut Ouais, pas te je suis comprendre. très contente que vous soyez venus vraiment parce que... Tu sais que j'ai Mon des billets spectacle, pour le c'est moi. Touquet. Hein. Je te crois reviens pas. te voir au Touquet. Alors normalement, il y a peut-être un voyage qui s'organise à New York, mais normalement, je reviens te voir au Touquet. Moi, non, je mais faudra... tu viens quand tu veux. Toutes les... Vraiment, si tu veux... Tout ce que tu veux. Tout qui est très marrant. Très marrant. Très marrant. On invite... Manu. On va inviter Gad Elmaleh, Manu et puis Et notre Redouane. ami Redouane. Et puis voilà, on va leur faire des petites Et vidéos Brigitte. à chacun. Merci Marie. Merci pour à ton temps, toi. merci. J'ai trop de chance d'avoir eu tout ce temps-là avec toi. Il fallait pas que je dise trop merci et bonjour parce que ça t'agace et t'as commencé par ça tout à l'heure. Non, Allez, je vais à tout pisser. le monde. Et j'avoue. pour les nouveaux qui nous ont suivis, qui n'avaient jamais écouté Génération It Yourself, il y a plein d'autres épisodes dont on a parlé ici. Vous allez en trouver plein. Vous allez vous marrer. Suivez. Laissez un commentaire aussi à la fin de tout ça sur Apple Podcast, sur Spotify. Et puis partagez cet épisode à votre maman, à votre cousine, à votre papa, à tout le monde. Il faut que j'appuie sur stop, c'est ça. C'était un putain de bon épisode, encore une fois. Merci. Allez, bisous. On les a tous niqués, Marie, c'est ça, hein, c'est ça ce que tu J'ai cherches? bien niqué. Hein.